Du coup, on va commencer. Merci à tous d'être là. Première petite question. Pour qui c'est la première fois à la base? Levez la main. Qui est là pour la première fois pour le cycle? Donc, aussi première fois pour le cycle effondrement, j'imagine. Du coup, très rapidement, je vous explique ce que c'est que ce lieu. Et ensuite, on va passer à la table ronde. Donc là-bas, ça veut dire base d'action sociale et écologique. C'est un lieu de mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale qui a été créé en février à l'initiative de 10 organisations. Donc ici, vous êtes dans l'espace bar associatif qui est aussi un espace événementiel dans lequel on organise des tables rondes, des conférences, des projections, du théâtre. Si vous restez jusqu'à la fin de l'après-midi, il y a du théâtre d'improvisation tout à l'heure. Et au-dessus, il y a les bureaux de ces 10 associations-là, un espace de coworking, des espaces de réunion. Et on a un certain nombre d'objectifs ici. On cherche à intensifier le mouvement climat et le mouvement pour la justice sociale en créant des synergies entre ces grandes associations. On cherche à soutenir tous les plus petits collectifs et les plus petites associations en leur mettant à disposition cet espace événementiel et les espaces de réunion là-haut. Et aussi d'être une porte d'entrée vers l'engagement. Donc n'importe quel citoyen qui passe les portes de la base puisse rencontrer des gens, des assos, participer à des événements et trouver des moyens de s'engager. Donc voilà, je vais passer la parole à Kathleen qui va nous expliquer le pourquoi on est là sur des fauteuils, tout ça. Bon, alors, je préviens tout de suite qu'il est tôt pour tout le monde, qu'il va falloir être relativement indulgent. Alors, on a voulu, c'est un certain nombre... Oui. Je vais présenter tout le monde. Là, je repose le cadre un peu du cycle, en fait. Donc, moi, je suis juste bénévole pour la base. Et on est un petit groupe de bénévoles qui avons organisé ce cycle d'événements, dont le titre est « Changeons le système, un autre monde est possible ». Et non, on a changé, ouais. Et en fait, en filigrane, on parle d'un thème qui est émergent en France depuis quelques années et dont on parle de plus en plus depuis quelques mois, qui est l'effondrement. Et d'ailleurs, je vais commencer par cette question-là. Pour combien d'entre vous pourraient estimer que vous découvrez le thème de l'effondrement? Ok. Et pour les autres, c'est un sujet que voilà, vous explorez depuis déjà quelques temps? Ok. C'est juste pour savoir un peu où on se positionne. Donc l'objectif de ce cycle, c'était de donner la parole à un certain nombre d'experts du sujet, qui ont des points de vue différents qui ont des expertises différentes sur les constats, mais qui ont des points de vue complémentaires sur les modes d'action, sur les leviers qu'on peut activer pour se préparer à des changements à venir, etc. Donc on a organisé 7 conférences, des ateliers de sensibilisation et un certain nombre d'événements plus artistiques et humoristiques. Donc après la conférence, vous pourrez par exemple faire le tour du petit musée de l'Ancien Monde. Donc dans les petites cagettes, on a des objets qui sont symboliques de notre mode de vie actuel, devenu obsolète dans un monde du futur. On a un bar du Nouveau Monde, par contre, avec des petites blagues, où on peut acheter de l'eau presque dépolluée et des shots d'oxygène. Et on a aussi un confessionnal, donc il y a un endroit, c'est notre monte charge qui a été transformé en un lieu douillet, dans lequel vous pouvez laisser des messages sur un dictaphone et sur des papiers. On ne sait pas trop encore ce qu'on en fera, on transformera ces messages de manière artistique en musique, ou alors peut-être qu'on pourrait les utiliser pour les recherches en sciences humaines sur le sujet de la collapsologie. On va voir tout ça. Donc j'en suis où? Du coup, aujourd'hui, je vais retracer un petit peu rapidement les épisodes précédents de ce qui s'est passé depuis jeudi, quand on a commencé le cycle sur l'effondrement. Donc on a eu plusieurs conférences, tables rondes sur le constat un peu scientifique, donc, qui pose 3 grandes crises contemporaines. Une crise du dérèglement climatique, voilà, avec une augmentation des températures et un effet potentiel d'emballement du système climat si on dépasse les plus 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Une crise en parallèle de l'épuisement des ressources, avec une économie qui dépend en grande majorité de certaines ressources amenées potentiellement à se raréfier dans les années futures, et donc qui suppose de transformer nos modes de production, nos modes de consommation. Avec par exemple un pic pétrolier qui a déjà été atteint en 2008 sur le conventionnel et qui pourrait être atteint en 2025 sur le non conventionnel. Et en troisième grande crise contemporaine, une crise du vivant, puisqu'on vit la 6e extinction massive de la biodiversité.
Donc voilà, on a posé ces constats, on a pris du temps là-dessus, on a souligné les faiblesses aussi de certaines de nos structures socio-économiques et politiques pour faire face à ces enjeux, climatiques globaux qui sont amenés à désorganiser un peu et à dégrader nos systèmes. Et hier, on a passé un peu de temps à réfléchir à comment on vit psychologiquement tout ce sujet, puisque c'est relativement traumatique de se rendre compte que peut-être la génération suivante ne grandira pas de la même manière que la génération actuelle et les générations passées. Donc on a parlé des phases du déni, des phases du deuil, pardon. Donc on passe par du déni, par de la tristesse, de la colère, puis ensuite de l'acceptation. Et on a parlé de l'idée que pour traverser les changements qui nous attendent et la période contemporaine, il y aurait un petit peu deux grands sujets à travailler. C'est le sujet de se recentrer un peu en soi et travailler sur la paix intérieure, des sujets comme ça, et donc on pourra en rediscuter plus tard. Et parallèlement, se mobiliser et être dans l'action pour pas uniquement subir, mais se préparer, adoucir des choses, empêcher des événements, se mobiliser. Et donc cette conférence aujourd'hui, cette table ronde, elle est dédiée à ce sujet de l'action. Comment on peut agir individuellement, collectivement, comment on peut faire en sorte que des décideurs à d'autres niveaux agissent, quels moyens on a pour ça en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que travailleur, en tant qu'individu, tout simplement. Et donc on a autour de la table, et je les en remercie, 4 personnes. Donc Carole, qui représente l'association Boycott Citoyen, Lounès, qui représente l'association Pic-Pic Environnement, Marie, qui représente Notre Affaire à tous, et Gabriel pour Alternatiba et NV COP21. Et donc, ils vont tous détailler les actions des différentes associations. Et on va commencer par une première question qui est de se dire, OK, donc face à tous les enjeux que je viens d'énumérer, quels sont les leviers qui, dans le cadre réglementaire existant ou pas, existent dans les milieux politiques, économiques et aux différentes échelles. On parle de l'Europe, on parle du gouvernement, on parle des collectivités locales, les entreprises aussi peuvent faire des choses, et les citoyens, nous, comment on fait pour agir à notre niveau et pour forcer, ou en tout cas encourager franchement les décideurs à se mobiliser. Donc je pose la question à nos 4 intervenants, et celui qui est le plus réveillé peut commencer à amorcer le sujet. Peut-être qu'on peut parler effectivement de pourquoi aujourd'hui il n'y a pas plus d'actions massives pour le moment. Comment tu le vois, Carole ? Déjà, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase de déni, parce qu'on est confronté à un système qui est moribond. Et qui est en train de bouffer le vivant complètement. Donc c'est très anxiogène. Tous les systèmes moribonds ont donné lieu à une phase de déni parce que on se sent impuissant, parce qu'on a du mal à envisager la suite. Et puis aussi parce qu'on est des êtres vivants cartésiens, donc on a du mal à envisager la suite, à aller vers le chaos, sans avoir une idée vraiment concrète de ce qui va se passer après. Donc, et puis, effectivement, toujours les systèmes moribonds sont des systèmes qui sont résistants au changement, parce que c'est beaucoup plus compliqué de changer que de continuer comme avant. Le souci aujourd'hui dans le système actuel, c'est que la phase de déni ne peut pas durer trop longtemps, parce que c'est un système qui est mortifère et qui nous mène à notre perte. Donc on n'a pas vraiment le temps de passer par vraiment cette phase de déni qui peut vraiment durer. Et puis en plus, en fait, c'est une phase de déni qui vient se superposer au déni existentiel qu'on vit tous, à savoir notre propre fin, en fait. Donc c'est difficile de se confronter à ces idées d'un point de vue personnel. Ça allait encore plus de se confronter à ces pensées-là d'un point de vue collectif. Donc je pense que c'est sûrement pour ça que le changement ne se fait pas plus rapidement, parce qu'on a l'impression qu'on va avoir vraiment du mal à changer notre façon de penser. Et puis en tant qu'individu, dans le système qui est le nôtre, on a l'impression qu'on ne peut pas sortir des rouages, et que ça va être très compliqué d'engager un changement collectif. Donc je pense que c'est un petit peu ça qui fait qu'on est dans quelque chose de compliqué, c'est-à-dire qu'on va tous aujourd'hui au travail. Je sais pas, on peut être, par exemple, disons qu'on n'a
pas forcément l'impression qu'en tant qu'individu, on a un pouvoir d'action. On peut, par exemple, être ingénieur et travailler pour je sais pas, BNP Paribas, pour travailler sur des modélismes, etc. Et se dire que, de toute façon, si c'est pas nous qui le ferons, ça sera quelqu'un d'autre, et que donc finalement, on n'a pas réellement une influence sur la chose. Et que si on fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'on est bien obligé de gagner de l'argent, puisque c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir vivre, etc. Donc on a vraiment du mal à se dire, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut, en tant qu'individu, dans ce système, alors qu'on a toutes les contraintes de vie au quotidien qu'on a, vraiment passer à une phase suivante ? Je pense que c'est ça qui fait que c'est compliqué. Peut-être que pour continuer sur ce fil-là, tu peux nous expliquer ce que vise Boycott Citoyen dans ton association, sur quel levier vous avez envie de jouer en fait, et pourquoi vous pensez que ce mode d'action peut avoir un effet et un impact. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une crise économique et politique majeure. Politiquement, on se sent depuis plus de 20 ans, en fait, on n'a pas l'impression de choisir nos dirigeants, on a l'impression de faire des choix par défaut et de voter contre, en général, contre le Front National à chaque fois, globalement. Donc on se sent assez peu mal représenté par nos élus. Et on ne se sent pas entendu en tant que citoyen, déjà par notre vote qui semble pas très utile, parce que par nos marches, par les actions de désobéissance civile qui sont très peu finalement, elles sont peut-être entendues mais elles ne sont pas suivies de décisions politiques. On a l'impression qu'on ne peut pas agir, on a aussi l'impression que d'un point de vue individuel, si on fait attention à notre consommation d'eau, etc., à côté de ça, on va dire les forces en présence sont tellement colossales qu'on ne va pas vraiment avoir un pouvoir d'action susceptible de faire changer les choses. L'idée du boycott citoyen, en fait, c'est de se considérer comme des consommateurs au-delà, parce que en fait, si en tant que citoyen on peut pas être entendu, peut-être qu'en tant que consommateur on peut l'être, dans la mesure où c'est en tant que consommateur qu'on fait vivre ce système finalement. Sans consommateur, ce système n'existe pas. Donc l'idée du boycott citoyen, c'est d'utiliser notre pouvoir de consommateur et de consommatrice pour faire valider en fait notre point de vue de citoyen. C'est l'idée, c'est que quelque part, si les pouvoirs publics, si les entreprises ne nous entendent pas en tant que citoyens, elles seront obligées de nous entendre en tant que consommateurs. Très bien, merci. Non, ça donne le point de vue effectivement de se dire que le système ne se fait pas tout seul et que nous sommes un rouage du système, notamment en tant que consommateurs, et que nos décisions d'achat, notre demande en termes de services, de biens, etc., a un impact sur la manière dont se structurent les marchés des entreprises. Et donc, par ce biais-là, on peut effectivement influencer forcément tout un milieu économique qui a tendance aussi à nous remettre un petit peu la responsabilité sur le dos des consommateurs. Les consommateurs veulent du pas cher et de la fast fashion et du coca, donc on leur donne ce qu'ils veulent. C'est peut-être aussi à nous d'envoyer le signaux inverse, les signaux inverses. C'est compliqué. Est-ce que du côté de Marie, est-ce que tu veux compléter avec... je pense que pour notre affaire à tous, vous avez une autre vision, vous activez d'autres leviers. Vous partez du principe que dans le cadre réglementaire actuel, on peut déjà faire beaucoup de choses et que... Ouais. Alors, Notre Affaire à tous, c'est une association qui est constituée majoritairement de juristes, notamment de jeunes femmes juristes. Donc, c'est assez important pour nous aussi de le dire. On est notamment à l'initiative de l'affaire du siècle, et c'est pour ça qu'on est les plus connus aujourd'hui. Mais on travaille sur plein d'aspects, que ce soit les obligations qui incombent aux multinationales comme Total. Donc, on est aussi dans la préparation d'une assignation de Total, mais des assignations des multinationales aujourd'hui se multiplient devant les tribunaux. Et en réalité, il y a énormément d'associations qui travaillent là-dessus. En France, mais à travers le monde, et on voit de plus en plus ces
ces obligations non respectées de la part des acteurs privés qui se retrouvent devant les tribunaux. Et au-delà de ça, on travaille aussi sur les obligations de l'État et des pouvoirs publics en matière climatique, puisqu'elles existent, effectivement, mais elles ne sont pas respectées. Et on le fait dans une optique de justice climatique, dans le sens où aujourd'hui, on a des millions de victimes du changement climatique. On les voit, elles se multiplient. On en a de plus en plus aussi en France. Souvent, c'est les personnes déjà les plus vulnérables par ailleurs, donc qui seront dans une vulnérabilité économique ou qui sont déjà victimes de discrimination raciale, sexiste, etc. Et donc, on a des millions de victimes, et face au changement climatique, en réalité, on se sent souvent assez impuissant parce qu'on se dit mais en fait personne n'est responsable, ou bien tout le monde est un petit peu responsable, et en fait cette impuissance elle est assez terrible en question climatique, et c'est effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc nous on utilise le levier du droit en se disant qu'en fait les tribunaux sont là pour rendre la justice, et là on a une vraie question de justice qui se pose. On a des responsables du changement climatique, on les connaît aujourd'hui, bien entendu que les États ont des responsabilités, je vais y revenir, en matière climatique, mais aussi les multinationales. On sait aujourd'hui que 100 multinationales à travers le monde sont responsables de plus de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988, donc le premier rapport du GIEC, donc en toute connaissance de cause, ont émis plus de 71% des émissions de gaz à effet de serre dans la plus grande impunité en réalité, puisque ces 100 multinationales, on les connaît, c'est généralement les grosses industries fossiles. Il y a une française dans ce classement, c'est la 19e qui est Total. Et Lafarge est sortie, je crois, assez récemment du classement des 100 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc voilà, on connaît les responsables, et pourtant ils nagent dans la plus grande impunité. Donc on va essayer d'user du droit. On ne le fait pas tout seul, c'est un mouvement mondial réellement où des associations, des citoyens s'organisent pour activer le levier de la justice et pour exiger des jurisprudences qui sont plus ambitieuses. Donc oui, on s'appuie sur le droit existant et sur le cadre légal existant. Cependant, il n'est pas du tout efficace, ce cadre légal. Nos lois et notre droit actuel en France, par exemple, n'incluent pas du tout la question climatique. C'est pas du tout rentré dans les données quand on a écrit la Constitution de la Ve République ou dans notre droit actuel. En réalité, c'est pas quelque chose qui existe. Donc on est dans une optique de création de droit et dans une création d'un droit climatique. Voilà, dans une extension du droit environnemental. Et juste pour raconter la petite histoire, on se situe dans une histoire où on a eu une bataille pour les droits civiques. Et donc on a pu obtenir des droits civiques, des droits de vote, etc., et notamment aussi pour les femmes ou pour les personnes racisées. On a eu la bataille pour les droits sociaux au moment de l'ère industrielle, où on a gagné des droits de congés, etc. Et aujourd'hui, nous, on voit les choses et on voit notre horizon commun comme une bataille pour les droits environnementaux, la bataille pour pouvoir être protégé face aux impacts du changement climatique, notamment pour les plus vulnérables, bien entendu, et face aux dégradations environnementales, et la bataille pour rendre applicables les obligations qui s'appliquent aux États. Et donc, de fait, sur la première question qui était quels sont les leviers que les décideurs aujourd'hui peuvent activer, en réalité, il y a ce qu'ils peuvent faire, et ils ont la possibilité de faire plein de choses à tous les niveaux, etc. Mais ils ont aussi des obligations. Et ça, c'est assez important de s'en rappeler. Il y a des obligations à la fois de par les engagements internationaux qui sont pris. On a signé l'accord de Paris en 2015, et c'est la grande fierté de la France, mais qui est aucunement contraignant. Et au-delà de ça, on a signé, la France est signataire d'une multitude d'accords non contraignants internationaux en matière climatique qui aujourd'hui ne sont pas respectés. Il n'y a aujourd'hui que 16 pays dans le monde qui respectent l'accord de Paris, qui ont adopté des lois qui les contraignent à appliquer l'accord de Paris. La France n'en fait pas partie et aucun pays de l'Union européenne n'en fait partie. Donc il y a cette première question, et au-delà de ça, on a la question des droits humains qui est extrêmement fondamentale en réalité quand on parle de changement climatique. La France est signataire, et là pour le coup c'est du droit contraignant, de conventions en matière de respect des droits de l'homme, et ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'effectivement l'inaction en matière climatique affecte les droits humains fondamentaux. Donc parfois on parle de droit de la propriété qui va être affecté à cause de la montée des océans. On va parler de droit du travail qui va pouvoir être affecté pour les personnes qui travaillent à l'extérieur, pour les agriculteurs, pour énormément de professions comme celle-ci. Et de plus en plus, ça va être le droit à la santé et le droit à la vie qui est remis en cause par le changement climatique. Sans parler du droit à l'avenir de toutes les générations
présente et future, qui est remise en cause. Donc le droit doit être imposé et donc on doit faire modifier ces règles de droit et on doit en fait changer les règles du jeu. On est dans des règles qui sont en fait pas justes et donc nous, notre optique, c'est effectivement de faire ça. Et voilà, et je voulais juste dire que la manière dont le droit climatique a été fait jusqu'à maintenant, il a beaucoup été fait du haut vers le bas. On a vu l'accord de Paris, mais là, il y a beaucoup d'initiatives, par exemple, pour un pacte mondial de l'environnement, etc. Et donc, c'est toutes ces négociations climatiques qui rassemblent tous les chefs d'État. Et on a les prochaines, la COP 25 au Chili, qui va aller discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour établir des règles entre chefs d'État, etc. en matière climatique. Ce qu'on constate quand même, c'est que de manière générale, ça ne marche pas, ce système-là. Et ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est des citoyens qui vont s'organiser un petit peu partout dans le monde pour aller tendre la main aux juges et exiger des normes de droit, parfois au niveau local, parfois au niveau national, parfois au niveau européen même. On voit ça là avec le People's Climate Case. Et donc, qui vont aller créer une jurisprudence par le bas. Et on a des victoires dans ce domaine-là. On a la victoire d'Urgenda, qui est une fondation qui, avec 800 citoyens aux Pays-Bas, a gagné en justice contre l'État néerlandais en matière climatique et qui a permis, enfin le juge a enjoint, mais a donné une obligation à l'État néerlandais de rehausser ses ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment un objectif climatique qui a été changé grâce à la justice. Et ces victoires-là, on les observe aussi en Colombie, en Inde, au Pakistan. Et on a ce combat-là qui est souvent mené par des jeunes, notamment, des jeunes femmes aussi. C'est souvent en adéquation avec d'autres mobilisations. En réalité, ce qu'on voit aux États-Unis, il y a un recours aujourd'hui contre l'administration de Trump qui est porté par 23 jeunes. Ces 23 jeunes, ils sont en lien avec tous ceux qui vont aller se mobiliser, faire des marches de masse pour le climat, qui vont aller faire des actions de désobéissance civile, etc. Donc on a vraiment cette adéquation. Et voilà. Et ce qui est assez intéressant dans ce mouvement mondial qui demande cette jurisprudence citoyenne en réalité qui est en train de se mettre en place, ce qui est assez intéressant, c'est que ça place vraiment l'ensemble des êtres humains au même niveau. On n'est pas dans un mouvement très occidental où on va aller se battre contre l'effondrement, etc. Et dans une optique très occidentale, je ne sais pas comment dire, de la chose, mais on a vraiment ce mouvement mondial qui part aussi des pays du Sud et où les citoyens vont aller chercher la jurisprudence un peu partout où elle est, et donc c'est vraiment super intéressant. Je pense que je suis un peu partie, mais voilà. Ça fait une très bonne transition. Tu parlais de la synergie en fait entre l'action de notre affaire à tous et d'autres modes, d'autres formes de mobilisation massive ou non. Et peut-être que Gabriel, tu peux rebondir là-dessus sur la manière dont Alternativa fonctionne et voilà des deux jambes. Les deux jambes. D'abord, bonjour tout le monde. C'est cool d'être venu à 14h un dimanche avec la pluie. Donc là, je vais parler pour Alternativa et ANV COP21, donc Action non violente COP21, c'est l'acronyme. C'est un mouvement citoyen qui est né au Pays Basque à la base en 2013. Ça a été impulsé par une bande d'anciens militants, activistes et citoyens altermondialistes qui ont fait le constat qu'en France, on avait perdu vraiment l'espoir face à la question climatique. Il n'y avait quasiment plus de mobilisation. Il y avait eu une COP particulièrement, donc un sommet des États sur le climat particulièrement médiatisé, autour de laquelle on a vachement galvanisé le secteur militant qui était celle de Copenhague, qui a été une grande déception. Et en fait, de 2009 à 2013, le paysage militant français et le paysage engagé, collectif sur la question climatique était assez délabré, il faut le dire. Et donc l'idée de nos amis les Basques, à ce moment-là, c'est de lancer un mouvement qui, en vue de la COP de Paris en 2015, permettent aux citoyens de comprendre que les solutions existent, mais pas n'importe quelle solution, les solutions collectives, les solutions systémiques. En fait, le monde de demain, il est déjà présent. Il y a plein d'initiatives au niveau local qui mettent en place des monnaies locales, d'autres manières de consommer, de la relocalisation, de l'agriculture bio, etc., etc. Mais ce qui manque, c'est la possibilité pour les gens de comprendre que c'est possible. Et du coup, comment le rendre tangible et réel ?
Eh ben, très concrètement, ils organisent le village Alternatiba en 2013 à Bayonne, dont le but, c'est pas de refaire le village classique avec des barnums, avec des associations, etc. C'est de remplacer le petit Bayonne actuel avec le petit Bayonne de demain. Donc en mettant à la place des commerces existants, les commerces qu'on aurait demain, les activités qu'on aurait demain, etc., dans une société qu'on appelle soutenable. Et du coup, c'est vraiment de créer une expérience immersive pour n'importe qui, pour qu'on puisse commencer à avoir l'espoir qu'on peut changer les choses. Donc en 2015, c'est le Tour Alternatiba, et l'idée c'est de faire le tour de France en 200 étapes, avec des triplettes et des quadruplettes qui sont un peu le symbole de ce changement, de cette société de demain. Donc c'est pas juste un vélo, un choix individuel, c'est une triplette, un quadruplette, donc c'est un choix collectif de déplacement, donc il y a toute cette symbolique-là. Et à chaque étape, de mettre en place, enfin c'est les citoyens sur place qui mettent en place eux-mêmes leur petit village Alternatiba selon les différentes localités. Donc à ce moment-là, c'est la plus grande mobilisation pour le climat qu'on a, même par rapport à celle qu'on a aujourd'hui. Nous sommes mobilisés plus de 150 000, 200 000 personnes sur tout le territoire. Et à Paris, c'est un grand week-end, donc en septembre 2015, avec plus de 75 000 personnes qui participent, concerts, etc., etc. Mais on se rend bien compte à ce moment-là, et c'est là que j'en arrive à la deuxième jambe, que ce n'est pas suffisant, que les États n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation, et que, Marie l'évoquait, le contenu de l'accord le reflète tellement que non seulement il n'est pas contraignant, mais qu'en plus, en additionnant tous les engagements volontaires des États, on arrive en réalité à des mesures qui pourraient nous emmener à un monde à plus 3, plus 4 degrés, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'ose même pas imaginer en termes de conséquences et d'emballement climatique. Et donc à ce moment-là, l'idée, donc à la fin, c'est la création d'Action non violente COP21, c'est de créer un grand mouvement de désobéissance civile, massif, populaire, radical, qui accompagne la première jambe, donc celle des alternatives, en allant s'opposer frontalement à tous les projets climaticides qui peuvent être mis en place, mais aussi face aux décideurs politiques, publics, privés, etc., qui font la loi aujourd'hui, on va dire comme ça, et continuent de faire prospérer ce système climaticide. Donc c'est comme ça qu'est née Action non violente COP21, c'est comme ça qu'est née ce qu'on appelle la logique des deux jambes. Et aujourd'hui, c'est un mouvement, comme vous le voyez, avec très, très centré, très actif sur l'organisation des différentes marches pour le climat, mais aussi des grandes opérations de désobéissance civile, comme il y a pu y avoir le blocage de la République des pollueurs. Et l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'aller à la fois résister, mais aussi de proposer des solutions derrière. Et juste un petit point sur la méthode, avant que je repasse le micro, parce que du coup c'est un peu plus de l'intro. Nous, on pense qu'il faut le faire avec ce mouvement. Il doit être, enfin, en tout cas nous, ce qu'on souhaite faire de notre côté, c'est un mouvement populaire qui se doit d'être non violent, au sens de, il doit permettre à tout un chacun de participer, tout un chacun, toute un chacune, de participer avec ses propres compétences, sa propre disponibilité, d'une part. Donc c'est ça que permet pour nous un mouvement non violent, c'est-à-dire de pouvoir à la fois s'engager en changeant ses comportements individuels, mais aussi en soutenant des actions de désobéissance civile sans prendre des risques juridiques, en relayant sur les réseaux sociaux, en faisant de la veille juridique, etc., etc. Et en plus de ça, de se reconnaître dans le mouvement. Parce que le fait de voir des personnes, nos proches, aller à l'action, que ce soit pour faire montrer des alternatives ou pour opposer résistance, le fait de les voir physiquement en train de faire ça, c'est ça qui va créer le sens, l'empathie, la volonté de les soutenir, etc., etc. Et nous, on l'a très bien vu, par exemple, sur le procès des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, sur lesquels on reviendra après. Top, merci. On voit déjà un panel en fait assez complémentaire de possibilités d'action. Et Gabriel le présente très bien en disant que voilà, il faut marcher en fait sur plusieurs jambes, deux ou plusieurs. Après, c'est une sorte de valse, mais voilà, l'idée c'est de bien souligner quand même que il faut à la fois en fait encourager des initiatives qui créent déjà un autre système finalement, une autre manière de fonctionner en tant que collectif, que civilisation. Donc on pense
aux monnaies locales, à d'autres manières, à des boucles alimentaires locales, à d'autres manières de consommer, en allongeant la durée de vie de nos produits, la réparation. Les Repair Cafés s'inscrivent dans ce modèle-là. La location aussi, tout ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est le fait de moins posséder et de plus... voilà, on a l'usage d'un bien, on n'est pas obligé de le posséder, et que tout le monde possède une raclette chez soi pour l'utiliser une fois par an, mais on peut la partager. C'est ce qu'on fait avec les vélos déjà, c'est ce qu'on fait avec certaines autos. Voilà, donc en fait, il y a déjà plein d'initiatives qui émergent. C'est un peu la forêt qui pousse en silence et qu'il faut mettre en lumière et encourager. Et en parallèle, vraiment activer massivement les décideurs, les leviers de pouvoir là où ils sont, pour enclencher de manière plus systémique et de manière plus massive une transformation de notre modèle actuel qui nous conduit, a priori, de manière inéluctable à des crises, en fait. Et là, je donnerais bien la parole à Lounès, peut-être pour que tu complètes avec la vision de PicPic et peut-être le volet plus individuel. Voilà. Merci. Du coup, oui, PicPic Environnement, c'est une des grandes associations en Ile-de-France qui fait de l'éducation à l'environnement et au développement durable. C'est une héritière de l'éducation, du mouvement pour l'éducation populaire, l'idée que n'importe qui devrait avoir accès à une éducation minimale sur le fonctionnement de notre environnement, de notre monde, mais tournée vers l'environnement. Concrètement, on est une trentaine d'animateurs et d'éducateurs à l'environnement. On sensibilise tous les publics aux enjeux environnementaux et sociaux auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc à la fois, moi j'ai l'habitude de dire de la maternelle à l'EHPAD, parce qu'on est vraiment dans des milieux scolaires, dans des milieux grand public et particulièrement sur la gestion des déchets et l'alimentation. On fait du porte-à-porte, du pied d'immeuble, etc. Et ensuite dans des structures privées, des entreprises, des hôpitaux, vraiment tout type de structure, sur toutes les thématiques de la transition écologique. Donc à la fois la question climatique, évidemment, énergie, mobilité, climat, mais aussi sur la gestion des déchets, l'alimentation saine et durable, la protection de la biodiversité. Ce qui me paraît intéressant de souligner, je vais souligner 3 points principaux. C'est d'abord l'impératif de s'adresser à tous. Chaque personne, ce qui est intéressant avec l'éducation à l'environnement, qu'on pourrait considérer, et que moi, assez personnellement, j'ai assez considéré comme étant pas forcément prioritaire face à l'urgence climatique, c'est de s'adresser à tous et s'adresser à tous dans leur cheminement personnel. Tout le monde n'est pas au même stade. On parlait des différentes phases du deuil, mais tout le monde n'est pas au même stade de conscientisation de l'urgence climatique. N'a pas forcément intégré les conséquences que ça allait avoir, et n'a pas forcément fait la déconstruction de cet imaginaire d'un futur de confort comparable à celui qu'on a aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'aller toucher tout le monde. C'est pour ça que le public considéré comme prioritaire par PicPic Environnement, c'est les populations précarisées, les populations éloignées des problématiques environnementales. Et ça nous paraît essentiel pour ensuite de faire cette transition personnelle sur quel impact j'ai. Comment est-ce que je peux réduire cet impact ? Comment est-ce que je peux réduire cet impact pour l'environnement, mais aussi pour ma santé, mais aussi pour mon inclusivité, pour mon bien-être collectif, pour mon inclusivité dans une société aussi, et dans différents groupes humains. Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, pour passer à des étapes supérieures, et c'est aussi pour ça que je considère, à titre personnel, que ces moyens d'action différents sont extrêmement complémentaires. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'une personne est sensibilisée et a commencé à faire des actions personnelles, elle peut passer à une deuxième étape d'action collective et de se mobiliser collectivement. Alors, ce n'est pas un préalable indispensable, mais c'est une manière de sensibiliser les gens et de leur faire prendre conscience de tous ces enjeux-là. Ensuite, c'est une question de temporalité aussi. Je pense fondamentalement que c'est compliqué quand on n'a pas les clés de compréhension, les clés d'analyse. Quand on est aujourd'hui le principal faiseur d'opinion, ça reste quand même les grands médias qui sont détenus par des grands patrons. Et du coup, c'est très très compliqué de sensibiliser tout le monde. La plupart, on
parle tout le temps d'entre-soi dans le type de milieu dans lequel on évolue. Et c'est vrai que on s'adresse essentiellement à des populations très éduquées, avec de l'argent, qui sont en général des urbains, qui sont pas beaucoup des personnes racisées, qui sont pas beaucoup des personnes précarisées. La question de l'égalité femmes-hommes dans cette question est un peu plus intéressante parce que les femmes se saisissent énormément des questions environnementales. Mais pour le reste, c'est compliqué d'avoir tous les types de populations, et c'est aussi pour ça qu'il faut des structures qui s'adressent à ces populations-là, qui sont éloignées de ces problématiques environnementales, alors même, et Marie le disait, que c'est les premières touchées en général, que c'est les plus vulnérables. Je me suis totalement perdu dans mes différents points, je les ai tous entremêlés. Mais voilà, ça me paraît assez intéressant de considérer l'éducation à l'environnement comme un préalable de conscientisation des citoyens pour les faire passer vers d'autres types d'actions, d'autres modes d'action. Voilà. Ok. Alors, si pour rebondir sur... Enfin, je ne vais pas rebondir, mais je vais compléter ce que tu viens de dire avec un chiffre que je trouve marquant quand même. Il y a un certain nombre d'études qui sont sorties récemment, et on en a parlé vendredi soir, qui ont essayé de décliner les objectifs de maintien de la planète Terre sous les plus 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et en gros, ces études cherchent à définir ce qu'il faudrait au niveau individuel qu'on fasse, nous en France, avec le niveau de vie qu'on a actuellement, pour contribuer tous à relever ce grand défi en fait, international. Donc aujourd'hui, on émet, avec nos modes de vie actuels, 11 tonnes de CO2 par habitant par an. Et il faudrait qu'on descende à 3,7 environ tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant. En fait, si on traduit ça dans notre vie quotidienne, ça suppose plein de choses. Ça suppose de ne plus prendre l'avion hors d'Europe sans justification. Ça suppose de réduire drastiquement le nombre d'achats neufs de vêtements et autres électroménagers tous les ans. Ça suppose, par exemple, de réduire la température de nos logements à 17 degrés après 22 heures. Voilà, ça suppose des actes finalement en fait, très concrets qu'on peut tous appliquer déjà dans notre quotidien. Parce que finalement, choisir de prendre le train plus régulièrement et de moins faire de voyages à Bali tous les ans, c'est tout à fait dans nos cordes et c'est tout à fait possible. En revanche, et c'est là qu'on fait le lien avec le politique et l'économique, quand prendre le train pour aller à Toulon, ça coûte plus cher que de prendre l'avion, c'est anti-incitatif et pour le coup... les gens qui n'ont pas les moyens de se payer cette bonne conscience écologique sont desservis. Donc c'est là qu'on fait le lien avec toutes les actions de mobilisation massive, de boycott citoyen c'est vraiment un engagement finalement coûteux pour certaines personnes. L'écologie aujourd'hui rime pas toujours avec économie, ça c'est sur certains aspects énergétiques notamment, mais pas sur tous. Donc c'est un engagement relativement citoyen que de consommer déjà autrement pour envoyer ces signaux et en parallèle d'être exigeant auprès des pouvoirs publics pour qu'ils modifient et qu'ils intègrent notamment les externalités négatives des entreprises dans le modèle économique, et que ce qui est mauvais pour la planète ou mauvais pour des sociétés pour des populations qui travaillent dans les mauvaises conditions soit plus cher que le reste en gros. Et sans transition, parce que du coup j'en ai pas, je voudrais bien qu'on fasse un petit tour, peut-être que pour que vous parliez d'une campagne ou d'un événement récent dans chacune de vos organisations qui vous a semblé être un succès ou qui en tout cas a été marquant. Et puis peut-être en parallèle, nous dire comment on peut rejoindre vos associations. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que si on a un travail, c'est OK? Est-ce que c'est ouvert à tous? Quel type de compétences vous cherchez? On fasse un petit peu ce petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Alors Gabriel parlait tout à l'heure pas mal de désobéissance civile, de la manière dont on peut résister. On peut aussi résister de façon individuelle. Et ça fait du bien. Parce qu'en fait, il faut peut-être aussi se dire que
Ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi changer l'idée qu'on se fait du bonheur, parce que c'est vrai que dans notre société, on a vraiment une idée du bonheur qui est directement associée à la consommation. Et d'ailleurs, en fait, les injonctions à la consommation, c'est ça ce qu'elles nous dictent. Elles nous disent consomme ça, tu seras plus beau, plus belle, plus heureux, plus en forme, tu auras plus d'amis, tu auras un amoureux, etc. En fait, voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus, et puis sur le fait aussi que tout à l'heure tu disais que ça coûtait aussi d'être plus écolo. En fin de compte, c'est aussi qu'on a pris l'habitude de penser qu'il nous fallait tout un tas de choses pour être heureux, et ça nous coûte. En vérité, par exemple, si on veut, par exemple, consommer des produits qui sont meilleurs pour notre santé, qui sont certifiés, qui font l'objet d'une traçabilité, c'est possible et ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Ça oblige simplement à revoir complètement nos comportements, à changer complètement nos habitudes. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que, par exemple, consommer moins de viande, c'est possible. La viande coûtera plus cher, certes, mais en revanche, si on en mange moins, l'un dans l'autre, ça va fonctionner. En fait, l'idée de désobéir et de résister d'un point de vue individuel, c'est ce que le boycott citoyen veut mettre en place, et c'est ce qui est fait. Donc on a quand même une communauté avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont très actifs. La dernière campagne qu'on a fait, c'était au mois de mai. On a fait 10 jours de mobilisation sur le plastique, qu'on a découpé en plusieurs justement segments, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, chacun n'est pas capable d'agir à tous les niveaux. On va avoir des gens qui vont avoir envie d'action de désobéissance civile, de blocage. Et d'ailleurs, en fait, il faut noter aussi que depuis un an, il y a des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie et qui aujourd'hui se sentent capables d'aller carrément bloquer une entreprise. En fait, ça, c'est important de le prendre en compte, parce que c'est encourageant. Ça, c'est des choses qui font du bien aussi, de se dire qu'il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire il y a un an. Donc, il y avait à la fois, donc sur le plastique, on avait à la fois des opérations de blocage. On a bloqué notamment, on avait fait une opération de blocage sur l'usine de Coca-Cola, puisque sur le plastique, quand même, le nombre de bouteilles que produit Coca-Cola est juste aberrante. Il va y avoir des actions. Il y avait aussi une action, on va dire, de lobbying citoyen pour demander à nos élus de mettre en place des législations plus contraignantes pour les entreprises, de revenir à des systèmes de consigne, par exemple. Pourquoi les systèmes de consigne ne sont plus mis en place? Pourquoi? C'est des choses qui sont pas forcément très compliquées. Ça impliquerait simplement, en fait, que les entreprises renoncent à une petite partie de leur marge pour mettre en place le système de récolte et des bouteilles. Donc, des actions de lobbying, il va y avoir des actions de boycott, effectivement, de renoncer à certains achats, parce qu'on n'est pas obligé de boire du coca pour être en bonne santé, voire même l'inverse. On peut renoncer. C'est un acte qui fait du bien aussi. Et puis, on communiquait aussi. Voilà. C'est aussi un acte qu'on peut faire seul. Pour la campagne sur le plastique, par exemple, on avait mis au point des visuels. Et donc, chaque boycotteur, chaque personne qui participait à cette opération, il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont participé. L'idée, c'était chacun s'enregistrer sur un créneau horaire et aller inonder les réseaux sociaux sur les pages directement des pollueurs avec ces visuels chocs et les frais de conversation, par exemple. Et de cette manière-là, on a vraiment une grosse visibilité de l'action, avec des gens qui vont s'impliquer soit sur leur pause déjeuner, soit en s'organisant avec d'autres pour aller faire une action de blocage. Il y avait aussi l'idée de récupérer son plastique et puis d'aller le placer, mettre sa consommation de plastique d'une semaine devant la mairie pour bien montrer que quand même il y en a trop. Et voilà. Et ce genre d'action est assez positif, parce que ça permet aux citoyens de se sentir moins seuls, de se regrouper avec d'autres personnes dans leur ville, d'échanger et puis d'agir aussi. Et puis l'action, en fait, c'est vraiment un remède essentiel contre l'angoisse, parce que quand on agit, on a moins l'impression de subir. Donc ça, c'est quand même
hyper essentiel. On va mener bientôt, on a le Black Friday là, qui arrive à la fin du mois de novembre. On avait déjà proposé une action l'an dernier, on va en reproposer une cette année, parce que c'est complètement le Black Friday. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est cette journée où on a des promos inconcevables dans toutes sortes de Fnac, de Darty, de ce qu'on veut en électroménager. Donc les gens pensent qu'ils vont faire des très bonnes affaires, ce qui n'est pas le cas en vérité, puisque les prix sont faussés, donc en fait on ne fait pas du tout des bonnes affaires. Le boycott citoyen avait proposé l'an dernier et reproposera cette année une journée d'action massive contre le Black Friday pour sensibiliser le grand public sur le fait qu'on n'a pas besoin de consommer pour être heureux et qu'on ne fera pas des bonnes affaires en achetant. On a vu des campagnes complètement aberrantes du type votre gamin à 2 ans, il est trop petit pour avoir une Nintendo Switch, c'est pas grave, achetez-la quand même, vous entraînerez dessus, quoi. Bon. C'est typiquement des messages qui sont aberrants à une époque où on doit aller vers un peu plus où on doit finalement un petit peu se réfréner sur ces choses-là. Quelque part, on est dans une société où on travaille de beaucoup, quasiment, on va dire, toute notre journée est consacrée à un travail, et quelque part la consommation est considérée un petit peu comme on va dire une récompense. Je travaille tellement, j'ai bien le droit de m'offrir ça. C'est une sorte de compensation. Si on remodèle complètement notre façon de penser, on peut réfléchir à notre notion de travail. Qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi on fait ce travail? Combien de temps on veut lui consacrer, sachant qu'on n'a que quelques dizaines d'années sur Terre, si on a de la chance? Est-ce que c'est vraiment à ça qu'on veut consacrer notre vie? Et est-ce que ça nous rend heureux? Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il faut à un moment se poser ces questions-là en tant qu'humain, tout simplement. Et ça nous permet aussi de sortir de ces injonctions à consommer qui nous font pas du bien, quoi. Donc là j'ai ramené quelques petits stickers, hein. Donc le boycott citoyen depuis un an propose des actions de boycott de longue durée. Le boycott en soi n'est pas forcément une bonne idée, parce que généralement un boycott simple, ça va être de reporter son achat sur un autre produit qui est finalement équivalent. Donc quand on fait un boycott de McDo, l'idée c'est pas d'aller dans un autre truc de fast-food, quoi, hein, clairement. C'est pour ça qu'on a appelé ça le boycott citoyen, parce que le boycott a ses limites. Or le boycott citoyen, l'idée c'est vraiment de profiter d'un boycott pour revoir complètement ses réflexes de consommation et de changer ses comportements. Donc en fait, c'est des boycotts à long terme. Donc là, par exemple, j'ai McDo, j'ai Starbucks, il y a Nestlé, BNP Paribas, Engie, Coca, H&M, Amazon, les supermarchés. Par exemple, pour chacun de ces boycotts, sur le site du boycott citoyen, vous trouverez à chaque fois un article fouillé qui explique les raisons du boycott, qui explique finalement les politiques et les actions néfastes de ces sociétés, mais aussi qui montre les alternatives, hein, parce que par exemple, changer de fournisseur d'électricité, c'est très simple, ça prend 5 minutes. C'est-à-dire que vous allez contacter Enercop, il va tout faire pour vous. Donc en fait, on a l'impression que ça va être compliqué, mais parfois c'est vraiment très simple. Bon, c'est plus compliqué sur, par exemple, Nestlé, hein. Alors là, forcément, quand on cherche un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits Nestlé qu'il va falloir vraiment réduire, etc. Mais il y en a qui sont très simples. Et en fait, qui nous donnent une certaine fierté aussi, parce qu'on reprend en fait finalement le contrôle sur ce qu'on veut et sur ce qu'on refuse. Une façon de faire de la désobéissance, c'est aussi de refuser ce système. Et refuser ce système, ça passe complètement par ce qu'on va faire tous les jours. Est-ce qu'on va aller acheter notre sandwich avec notre petite bouteille d'eau à la boulangerie? Ouais, c'est le plus simple. Ou est-ce qu'on va préparer notre Tupperware à l'avance le matin? C'est une habitude à prendre. On va oublier 3 fois sur 4, après on va oublier 1 fois sur 4, et puis à un moment, tout le monde dans la boîte saura qu'on le fait, et puis peut-être à un moment, il y en aura 10 qui le feront. Et c'est comme ça que ça se passe, je pense. Voilà. Merci Carole. Je me permets de réagir parce qu'en fait on a fondamentalement la même sorte de méthodologie.
Je te rejoins tout à fait sur le discours des modèles de réussite sociale. En fait, il faut arriver à déconstruire ce modèle de réussite qui dit que quand on a 40 ans, il faut avoir une femme ou un mari, une maison, une piscine, un chien, une Audi A4 et que c'est comme ça qu'on réussit. Et un boulot qui prend du temps, parce que si on a le temps, ça veut dire qu'on n'est pas un élément important de cette société. Enfin, du travail. Ça compte pas avec le bénévolat et tout ça. Non, mais du coup, effectivement, repenser notre rapport au travail, repenser notre rapport à la réussite et par là à la consommation. La déconstruction, on en parlait vendredi lors de la table ronde, Corinne l'évoquait, déconstruire cette croyance dans le progrès aussi. De toute façon, l'innovation technologique va toujours arriver à nous sauver. Et on parlait aussi de primo-manifestants. Tu évoquais aussi, je me permets de réagir, pas mal de primo-manifestants qui arrivent. C'est aussi plein de gens qui ont eu un déclencheur. Dans d'autres assos et à PicPic Environnement, où on s'adresse vraiment à des populations qui ne sont pas du tout sensibilisées, il y a des gens qui arrivent et qui s'engagent. Et pendant très longtemps, on a eu plein de gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit moi, en fait, c'est depuis que j'ai vu le film Demain. Et par ailleurs, à NV COP21 et à Extinction Rébellion, d'une manière générale, on a énormément de gens qui sont arrivés aussi cet été face au déclencheur de l'Amazonie qui brûle. Donc on a un certain nombre de déclencheurs qui effectivement aident totalement à massifier, et qui sont conjoncturels, qui aident à massifier nos différents mouvements. Je pense que l'éducation à l'environnement, et en fait ce que vous faites, c'est de l'éducation à l'environnement, à la transition écologique et à la déconstruction de ces modèles de réussite. On n'a juste pas forcément le même point d'entrée, mais l'idée c'est plus les gens sont touchés, indignés, voient les alternatives, et c'est ce qu'Alternativa fait très bien. Regarder la forêt qui pousse, ça implique aussi de la montrer à tout le monde, et de montrer à tout le monde que en fait, le groupement de producteurs à côté de chez toi, il peut totalement remplacer ton supermarché, et c'est pas parce que tu habites en banlieue, et c'est pas parce que vous êtes 2 parents smicards avec 4 enfants que c'est forcément plus cher, que c'est forcément moins accessible, que ça prend forcément moins de temps. Et c'est vraiment décorréler l'écologie de quelque chose de difficile, de quelque chose de contraignant, de quelque chose de coûteux en termes d'argent, en termes de temps, en termes de position sociale aussi, c'est hyper important. Et donc il faut déconstruire tous ces modèles-là, et l'éducation là-dedans, elle est fondamentale, et c'est ce que PicPic Environnement essaye de faire. Pour répondre à... On est des mauvais élèves, je pense que personne ne va répondre à ta question, mais j'essaye un petit peu d'y répondre. PicPic Environnement a pas de grosses campagnes marquantes, mais sensibilise. On fait à peu près 700 opérations de sensibilisation ou d'éducation à l'environnement par an. Donc on touche entre 70 000 et 80 000 personnes par an, donc dans les écoles, ce que je disais tout à l'heure, dans tout type de structure. L'idée, c'est de porter ces messages de déconstruction d'un modèle de réussite, tout en s'adaptant aussi à l'étape de transition dans laquelle se trouve le public auquel on s'adresse. Je donne souvent cet exemple parce que quand on sensibilise à la réduction et au tri des déchets, on se retrouve aussi parfois face à des populations pour qui le tri des déchets, c'est jeter son sac poubelle par la fenêtre. Vraiment. On le voit vraiment sur le terrain. Donc il faut aussi pas forcément alors déjà être trop ambitieux par rapport à là où la personne se trouve et les possibilités qu'elle a en termes de temps, en termes d'argent, en termes de priorité, et en même temps de porter des messages forts et des messages d'urgence. Et on voit énormément de réceptivité quelle que soit la population à laquelle on s'adresse. Mais c'est fondamental d'avoir à la fois ces opérations d'indignation. Moi, j'aimerais bien, je trouve que c'est des opérations d'indignation, des opérations de valorisation des alternatives et de l'éducation en général. Et en parallèle, effectivement, des modes d'action qui sont beaucoup plus dans le rapport de force avec les décisionnaires politiques et économiques, les élites politiques et économiques. Et qu'en fait, si ce rapport de force s'accentue, ce sera beaucoup plus facile pour des citoyens de faire monter ces alternatives-là et de les rendre normales et d'en faire la norme, même si ça reste très... nos modes d'action sont très
prennent énormément de temps et restent très marginaux même s'ils ont le vent en poupe. Et du coup, la solution doit venir du bas et du haut. Et le haut, de toute façon, il faudra qu'on les contraigne à changer. Donc c'est de toute façon éminemment complémentaire. Merci. On continue le tour, puis vous dites ce que vous voulez, de toute façon. On fait comme ça. Et surtout, ensuite, on pourra passer un échange avec la salle. On va prévoir un temps suffisant pour ça. On garde la question pour après, comme ça on fera toutes les questions ensemble. Ok. Non, mais je voulais juste réagir à un truc qui a été dit tout à l'heure, notamment sur la question des actions individuelles. En réalité, il faut aussi pas et notamment de notre transition que nous, on doit opérer pour arriver à au moins 1,5 degré d'augmentation des températures, donc moins prendre l'avion, toute cette question-là. Il ne faut jamais oublier que des gens qui prennent l'avion en France, c'est peut-être 10% de la population, même moins. Voilà. Donc en réalité, tous ces gestes-là qui peuvent paraître anodins, et qu'il faut déconstruire pour des personnes majoritairement blanches, majoritairement aisées, cultivées, sont allées à l'école, etc. Donc c'est des choses à questionner. Faut jamais oublier la masse de personnes pour qui en fait les violences environnementales c'est quelque chose de quotidien. Les premiers affectés par la construction de méga-usines qui vont être extrêmement polluantes. Il ne faut pas oublier que les Roms qui étaient installés à côté de Lubrizol et qui n'ont jamais été avertis, ni même évacués au moment de l'explosion. Il ne faut jamais oublier qui habite aujourd'hui à côté du périph' et qui souffre le plus de développement de l'asthme, par exemple, en matière de pollution de l'air. Donc, il y a toutes ces questions-là, et même de dire, en réalité, on apporte notre Tupperware plutôt que d'aller acheter une baguette, un sandwich, ça pose énormément de questions dans la répartition des tâches à la maison, dans la question face à la précarisation du travail. En réalité, il y a beaucoup de gens qui vont pas avoir beaucoup de temps parce qu'ils enchaînent 3 boulots à la suite, parce qu'ils peuvent pas forcément cuisiner à la maison, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les ustensiles pour le faire, etc. Enfin, il y a toutes ces questions-là, il faut toujours remettre tous ces questionnements-là dans des questions plus larges qui sont sociétales. Et après, je voulais quand même dire, sur les actions individuelles, elles sont quand même bien entendu nécessaires. Ce qu'on constate, et on a accueilli à la base, il n'y a pas très longtemps, un collectif de sociologues qui s'appelle Quantité Critique, qui a analysé en fait l'ensemble des personnes qui se mobilisaient pour le climat. Donc ils ont fait des sondages un petit peu et des enquêtes sur l'ensemble des mobilisations de cette dernière année en réalité, et qui ont constaté que même ceux qui allaient pour des modes d'action plus radicaux entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire du blocage, du sabotage, qui vont aller faire des actions de désobéissance civile, pardon, je les mets sur le même plan alors que c'est pas forcément la même chose, mais en réalité des gens qui vont être plus engagés, donc qui vont pas juste marcher mais qui vont même plus loin dans leur engagement, en fait c'est en corrélation avec les gens qui vont faire le plus de gestes individuels et qui vont aussi adopter le plus de... On voit une corrélation, par exemple, entre le nombre de véganes et les gens engagés dans l'action directe, entre guillemets. Ce qui est assez intéressant, en réalité, parce qu'on se dit, bah non, c'est pas les mêmes, tout ça, ceux qui font des gestes individuels, et puis les gens qui font plus de l'action radicale. Mais en réalité, souvent, ça va ensemble. Donc, c'est pour ça que les deux sont intéressants et vont ensemble. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on s'organise individuellement, non, est-ce qu'on agit individuellement et notre pouvoir individuel d'action, et quel est notre pouvoir collectif d'action. Et c'est vrai qu'à notre affaire à tous, en tout cas, on croit fondamentalement au pouvoir collectif. On agit par nous-mêmes, mais aussi avec l'ensemble, énormément d'organisations, d'associations, de collectifs qui agissent collectivement pour organiser des marches, pour faire des actions collectives et porter des choses ensemble, en alliance. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les forces auxquelles on fait face, en fait, elles sont immenses, elles ont une force incroyable. C'est rigolo de voir de voir l'interview de Pouyanné, là, qui est sortie dans le JDD aujourd'hui, et qui nous dit, nous, on va... Pouyanné est le PDG de Total. J'ai une petite obsession. Mais du coup, qui a sorti une longue interview dans le JDD aujourd'hui et qui dit très simplement oui, on a des petits soucis en ce moment, on se fait attaquer un peu de tous les côtés, donc on va mettre des efforts de communication plus grands, notamment pour communiquer sur leur action renouvelable, parce que c'est vrai qu'ils investissent dans les renouvelables aussi, parce qu'ils sont encore vus comme un pétrolier en fait. Et en fait, ils ont l'argent pour ça. Et il faut
même dans nos petites actions qu'on va mener, etc., en réalité, on a beaucoup moins de moyens que ces géants-là. Et donc, notre force, il faut analyser là où elle est. Et notre force, c'est le nombre. Et en réalité, c'est la multiplication de toutes ces actions-là qui va pouvoir faire les choses. Et Alternativa le dit aussi très souvent, mais ensemble, nous sommes une force immense. Et ça, on y croit fondamentalement. Et donc, pour revenir sur cette manière de voir les choses de notre côté, très très rapidement, nous on a vu les choses comme ça, typiquement sur un truc comme l'affaire du siècle. On aurait pu choisir de partir tout seul, David contre Goliath, notre affaire à tous contre l'État, et les attaquer en justice. Mais de fait, on a choisi de faire autrement en se disant que cette action-là, on le faisait au nom de l'ensemble des victimes du changement climatique et de l'ensemble des citoyens qui, en fait, en ont marre de cette impunité de l'État et de l'illégalité de son action, en réalité, puisque c'est bien ça qu'on dénonce. Et on a choisi de se lancer à la fois avec d'autres associations, donc avec Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot, avec plein de créateurs, d'influenceurs qui nous ont accompagnés, de Cyril Dion, on est prêt et il est encore temps. Et au final, tout ça, ça a permis à plus de 2 millions de personnes de venir signer la plus grande pétition de l'histoire. Et en fait, c'est ça qui donne la force à l'initiative aujourd'hui. Donc, bien entendu, il nous faut construire tout le reste de la campagne, etc. Construire avec les 2 millions de personnes la réponse au manque de réponse criant de l'État face à l'affaire du siècle. Mais de fait, notre force aujourd'hui, elle est politique. On a 2 millions de personnes et en fait, on peut faire des choses incroyables avec 2 millions de personnes. Que ce soit dans des pétitions, mais que ce soit aussi dans des actions de masse, que ce soit dans des marches, etc. Donc il faut réussir à construire ensemble, et ça c'est important. Je donne un deuxième exemple qui est celui de l'action face à Total. Il y a plus d'1 an aujourd'hui, on se lançait dans une interpellation de Total pour manquement à son devoir de vigilance. Il y a une loi sur le devoir de vigilance qui a été adoptée en 2017, donc elle est toute neuve, et on peut s'en saisir notamment pour faire en sorte que les entreprises respectent leurs obligations en matière de devoir de vigilance sur les questions de droits humains, mais aussi sur les questions environnementales. Donc là, pareil, on s'est posé la question, est-ce qu'on y va tout seul? Est-ce qu'on fait notre interpellation association contre Total, etc. Mais au final, on s'est dit, en fait, ensemble, on va avoir beaucoup plus de poids. Et donc, on a fait ça avec d'autres associations, Sherpa, ZEA et les Écomères. Et la chose qu'on a voulu faire aussi, c'est mettre en avant des collectivités qui aujourd'hui sont celles qui vont devoir débourser des milliards d'euros de frais d'adaptation des villes face au changement climatique, qui sont aujourd'hui les premières impactées et qui vont devoir sortir l'argent. Et en fait, l'argent, il ne sort pas des collectivités, il sort des contribuables, bien entendu, ce qui est totalement injuste. Et donc, c'est 14 collectivités qui ont interpellé Total avec nous et qui, aujourd'hui, vont s'engager dans une action en justice face à ce pollueur majeur. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Et je voulais finir sur la question de super local. Là, on s'approche aujourd'hui des municipales. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'acteurs, et c'est assez évident, vont se désengager un petit peu de la responsabilisation de l'État. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Ça fait 1 an qu'on marche, ça fait 1 an qu'on fait des actions, qu'on a 2 millions de signataires, etc. Nous, on se questionne énormément sur ce qu'on peut faire, mais on est face à un État qui, clairement, a fermé les écoutilles. Et voilà, donc on a toute cette redirection, mais qui est assez intéressante dans le mouvement climat. Et je pense qu'on se questionne tous sur ces questions-là. Mais en fait, si l'État, il n'écoute pas, quels sont nos moyens d'action et vers qui on va se tourner, où est-ce qu'on a un pouvoir d'agir collectivement. Là, on a une sorte de fenêtre de tir qui est celle des municipales. Et au-delà en fait, de cette fenêtre de tir, on se dit qu'au niveau local, on a le pouvoir de s'organiser et on a le pouvoir d'agir concrètement. Et de fait, avec plusieurs autres organisations, donc le mouvement Partager c'est sympa et il est encore temps, on va lancer une vaste campagne très prochainement d'aide et d'accompagnement aux citoyens au niveau des territoires pour qu'ils puissent se ressaisir de leur pouvoir d'agir au niveau local et notamment face aux grands projets inutiles et imposés. Donc ça va d'EuropaCity à la fermeture de lignes ferroviaires, à l'ensemble de ces projets-là. Là, aujourd'hui, on en a plus de 3000 partout en France. Tous n'ont pas de collectif organisé aujourd'hui sur les territoires, mais on va aider l'ensemble de ces collectifs à agir par tous les moyens d'action possibles, que ce soit le plaidoyer, que ce soit des campagnes de désobéissance civile. Nous,
à notre affaire à tous, on va y contribuer pour donner des moyens d'action juridique. Aujourd'hui, les recours au niveau local marchent. Ils sont notamment portés par France Nature Environnement un petit peu partout sur les territoires et ça nous permet de contrer juridiquement des projets qui seraient illégaux et on fait face beaucoup à ce genre de choses. Et donc, tout ça, ça s'inscrit dans une optique où on se dit que typiquement, nous, on se situe à notre affaire à tous dans le levier juridique. Pourquoi ? Parce qu'on est des juristes et on se dit, en fait, elle est où notre force et c'est quoi notre levier ? Notre levier, c'est d'agir par le droit pour faire changer les choses en matière climatique. Par contre, sur la question de comment chacun peut s'impliquer, je suis convaincue que chacun peut s'impliquer en activant les leviers d'action qu'il a le plus à disposition. Et c'est intéressant de voir, à chaque fois je donne cet exemple-là, mais celui de l'appel pour un réveil écologique qui est porté par les étudiants des grandes écoles, donc c'est l'élite de la nation future, mais qui se sont dit, en fait, ils ont signé un appel, ils sont plus de 30 000 aujourd'hui, pour dire on va arrêter de bosser pour d'être la main-d'œuvre des entreprises climaticides et destructrices du vivant. Et de fait, eux, en tant qu'étudiants des grandes écoles qui allaient produire cette main-d'œuvre à venir, ils ont saisi leur levier d'action le plus efficace à ce moment-là, à se dire en fait, voilà, et on va faire une pénurie de main-d'œuvre pour les méga-postes des grandes entreprises polluantes. Et ils se sont saisis de ce moyen d'action. Une Greta Thunberg, elle s'est saisie de son levier d'action en fait, moi je suis une petite étudiante de 16 ans, je suis toute seule, je ne sais pas trop quoi faire, et elle va se poser devant son Parlement avec un panneau, et elle s'est saisie de son premier levier d'action, et elle a réussi à créer un mouvement aujourd'hui qui est mondial. Et donc je pense que chacun peut se saisir de ces leviers d'action, ils sont tous différents. Un boulanger, ça peut être d'arrêter de faire du pain, pour d'autres, ça peut être d'arrêter de faire quelque chose, ou de faire quelque chose autrement, mais je pense qu'on a tous ce levier-là, et je me suis perdue moi-même dans ce que je disais, donc je te passe la parole. Oui, c'est compliqué de... Enfin, je vais répondre sur la question de comment concrètement, mais je trouve que c'est compliqué effectivement de tracer des lignes claires dans le débat. Je pense qu'il n'en a pas vraiment, mais je rejoins Marie sur la dernière chose qu'elle a dite, la question de l'efficacité. Parce que si on avait 300 ans pour cumuler toutes les expériences individuelles de changement face à l'environnement, etc., on prendrait ces 300 ans si c'était la manière de faire. Or, il nous reste que quelques années. Et pour moi, c'est très important ça, parce que justement, je pense que non, ce n'est pas un passage obligé que de passer par la consommation individuelle. Heureusement d'ailleurs. Et ça me fait vraiment penser au combat qu'a mené ACT UP pour justement faire reconnaître, pour obtenir un traitement et des médicaments rapidement pour les personnes affectées par le VIH. Eux, leur pari, c'était de dire il faut une organisation qui, parmi toutes les organisations qui travaillent sur la question du sida, soit celle qui va allumer la lumière, qui va faire mal, qui va faire des choses pour lesquelles on sait qu'on ne va pas être aimé, mais qui va permettre qu'on se mobilise sur la question beaucoup plus rapidement que par la pure démarche individuelle. Et pour ce faire, il faut, pour allumer la lumière, ils se sont donné le moyen de choquer, mais aussi ils se sont donné une méthode de travail collective, drastique, très efficace, qui est d'ailleurs celle que nous utilisons à Alternativa, puisque c'est la méthode du groupe basque dont je parlais tout à l'heure, qu'ils ont mis en place. Cette méthode de travail se base sur l'idée qu'il faut prendre l'urgence au sérieux. On a peu de temps, y compris individuellement. Eux, ces militants-là, à l'époque, ils pouvaient mourir d'un jour sur l'autre, donc ils étaient obligés d'être très efficaces dans leur méthode de travail. Nous, on n'a pas la même pression individuelle, mais on a une énorme pression collective, et donc il faut qu'on soit d'autant plus discipliné et efficace dans notre combat. Donc ça veut dire renoncer parfois à attendre à ce que les gens soient sensibilisés à la question. Et d'ailleurs, tu parlais, Lounès, des zones, on va dire, pour les catégories populaires, etc. Moi, je pense que là, il y avait vraiment quelque chose à dire. C'est dans les sondages qu'on voit aujourd'hui, qui d'ailleurs sont influencés par un rapport de force qu'on a créé dans ces dernières années de mobilisation. On voit qu'en fait, pour toutes les catégories sociales et professionnelles, toutes confondues, les questions environnementales, d'une manière ou d'une autre, ont grimpé dramatiquement en importance pour tout le monde, mais à des échelles différentes. Et pas avec la même approche. Là où pour certaines classes sociales, on va dire plus privilégiées, ce sera plutôt la question de la consommation individuelle, etc., dans les quartiers comme celui dans lequel je vis, la première question écologique, c'est pas le tri des déchets, c'est l'insalubrité des bâtiments ou les repas à la cantine. Donc c'est immédiatement des questions collectives auxquelles il va falloir répondre, et d'ailleurs ils s'organisent très bien pour le faire, ils attendent personne pour le faire.
Là, c'est un peu plus sur le côté individuel face à collectif. Je pense que voilà, c'est important de se dire que maintenant, il ne faut pas pour autant renoncer à l'individuel. Nous, notre tâche, la tâche qu'on se donne, c'est d'allumer la lumière, de toujours amener le plus possible en avant la question à un niveau collectif et systémique. Et donc, pour nous, c'est très important de politiser les marches pour le climat, pour pas justement que ça devienne les marches de pipi sur la douche et tri des déchets. Parce que c'est très important, mais c'est largement insuffisant face à l'enjeu qu'on a devant nous. Désolé de peut-être revenir en arrière, mais je pense que du coup, sur ça, on est d'accord, sur le côté complémentarité, mais ce qui manquait avant dans le paysage politique par rapport à la question climatique, c'était pas les gestes individuels, c'était pas la sensibilisation, etc. C'était un rapport de force. Et ce rapport de force, il a fallu le reconstituer. Et c'est peut-être dramatique pour certaines personnes de devoir se dire « Ah, il va falloir qu'on rentre en confrontation face à un système, etc. etc. » Mais pendant des années et des années, les corps intermédiaires ont perdu en rapport de force dans la société, ce qui fait qu'aujourd'hui, on considère qu'en démocratie, il suffit d'aller voter pour changer les choses. D'ailleurs, ça ne marche pas, tu le disais tout à l'heure. Et donc, nous, on considère la désobéissance civile, pour en arriver à ce point-là, comme un moyen pour se réapproprier la démocratie. Et ce que fait la désobéissance civile en allant désobéir concrètement à des lois, c'est mettre en exergue l'injustice là où les légitimités par la légalité. Je m'explique. Aujourd'hui, et je viens du coup à l'exemple concret de victoire qu'on a mené pour gagner, Société Générale ou BNP sont légalement en droit d'aller investir dans des projets climaticides, dans le gaz de schiste, etc. C'est légal ce qu'ils font. Et pourtant, c'est totalement illégitime. Comment faire ? Effectivement, les recours juridiques, effectivement, voter, mais rapidement passer à l'action et les empêcher, y compris en désobéissant, parce que c'est là qu'on va montrer qu'il y a une situation d'illégitimité. C'était aussi le modus operandi d'ACTAP et le modus operandi des militants des droits civiques. Et donc, pour en venir à Afro-Américains aux États-Unis, pour la précision. Pour en venir à une campagne qui pour moi a marché et qui pour moi a changé ma façon de voir ça et qui m'a fait comprendre cet élément-là, c'est-à-dire que la désobéissance civile est vraiment une manière de se réapproprier la démocratie et de la faire repasser du côté des 99%. C'est pas juste un mode d'action pour détruire le système capitaliste et passer à je sais pas trop quoi. Non, je suis quand même anticapitaliste, hein, soyons clairs là-dessus. Une campagne qu'on a menée contre Société Générale. Et là, c'était vraiment une campagne d'un point de vue de stratégie de l'action non violente qui était exemplaire. L'idée, donc, c'était de combiner différents modes d'action, l'action juridique, le plaidoyer, l'expertise, tout ce que font les ONG comme les Amis de la Terre, Greenpeace et d'autres, etc. Et des modes d'action plus confrontatifs qui vont obliger, enfin confrontatifs, vous allez voir comment, qui vont obliger la cible à se positionner et à devoir réagir publiquement aux méfaits qu'elle est en train de faire. Là, concrètement, par exemple, en 2014, Société Générale soutenait un projet de mine de charbon en Australie, Alpha Coal, un truc qui, s'il avait été construit, ça aurait représenté 4 fois les émissions de la France sur 10 ans, donc c'est quelque chose de colossal en termes d'émissions. Et elle avait un rôle conseil, donc elle n'avait pas beaucoup d'argent là-dedans. Elle aurait pu renoncer, mais à l'époque, c'était une bonne affaire, donc ils étaient à fond dedans. Et nous, on a décidé de cibler spécifiquement ce projet-là en allant, par exemple, occuper les agences Société Générale habillées en kangourou, en allant faire des conférences sur la question du charbon dans les agences. Bon, c'était des actions illégales parce qu'on occupait des agences, mais c'était compliqué pour eux de dire il y a des gens habillés en kangourou, il faut qu'on les vire, etc., etc. Et donc, du coup, on les a obligés avec des actions. On était très peu à l'époque, hein, je veux dire, il fallait marquer médiatiquement le coup, donc on était obligé de passer par des costumes plutôt ridicules, de soulever la question par cette tonalité-là. Donc, cette action, ces actions non violentes, plus tout le plaidoyer et toute la stratégie non violente qui a été mise en place, a obligé Société Générale, in fine, à renoncer à ce projet, le projet Alpha Coal. Et pareil pour BNP récemment en 2016, et c'est ce que nous essayons aussi de faire avec la campagne Société Générale championne des énergies sales, où on va du coup réattaquer Société Générale sur son soutien au gaz de schiste, et on l'a fait notamment l'année dernière avec des centaines d'actions où les gens allaient nettoyer les agences Sogé. Pareil, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas virer des gens qui sont en train de nettoyer chez toi, c'est embarrassant. Mais c'est illégal, tu peux pas rester là en train de nettoyer le truc parce que de fait on est en train de bloquer l'activité économique de l'agence. Donc il en revenait à chaque fois au directeur d'agence de dire merde, il faut que je ferme ou alors je laisse nettoyer, je ne sais pas trop quoi faire. Donc on n'a pas gagné encore sur cette bataille-là parce que l'adversaire aussi s'adapte et il commence à comprendre comment ça marche. Donc nous, ça nous pousse à aller plus loin. Mais ça, c'est un exemple concret de comment l'action non violente, l'action des obéissances civiles, inscrite dans un cadre stratégique plus large avec des objectifs clairs, avec un adversaire identifié et des objectifs gagnables, permet d'obtenir des choses concrètes et pas d'attendre, entre guillemets, le grand basculement qu'on souhaite tous, bien évidemment, de tous nos voeux, parce qu'il est nécessaire. Et donc, je dirais, très concrètement, aujourd'hui, c'est ça.
pour s'engager dans des organisations comme les nôtres, dans un mouvement citoyen comme le nôtre, je pense à Alternativa Action Non-Violente COP21, c'est une très bonne porte d'entrée, c'est l'action non-violente, parce qu'elle permet de voir comment ça s'organise. À chaque fois que vous participez à une action non-violente, il y a un briefing en amont où on vous explique les objectifs politiques, opérationnels, les tenants, les aboutissants, les risques juridiques, parce qu'on considère que les gens doivent rentrer là-dedans en pleine conscience des risques qu'ils vont prendre et des raisons politiques pour lesquelles ils le font. Et souvent, très souvent d'ailleurs, ce ne sont pas du tout des personnes qui sont passées par justement un parcours de sensibiliser à la question de l'environnement un peu classique. Au contraire, la majorité des personnes qui viennent, qui sont très jeunes et majoritairement des femmes, c'est la force de notre mouvement, viennent parce qu'elles ont envie de passer à l'action et après évoluent à partir de là, peut-être sur des gestes individuels plus précis, etc. C'est mon cas, par exemple. Je ne viens pas du tout de ce milieu militant-là. Je mangeais chez McDo encore il y a quelques années. Et tout en militant là-dedans, je continuais à avoir une consommation totalement irresponsable. C'est que en fréquentant ce milieu-là que je me suis rendu compte de... Et oui, j'ai un compte à la Société Générale, mais parce que il y a plein de... Mais bien sûr. Et mais oui, mais pourquoi? C'est parce que c'est très compliqué pour des personnes qui ont mon revenu ou d'autres personnes de changer de banque, de passer à autre chose. Et c'est quelque chose que je vais faire politiquement de façon très consciente. J'en suis conscient. Mais moi, j'essaie de changer d'autres choses à mon niveau individuel. Et surtout, je me retiens de juger le comportement individuel d'autres personnes. Non, je sais que c'est pas toi, hein, mais du coup, en tout cas, nous, notre façon de voir les choses, et ça j'adhère, c'est justement de ne pas juger ça, mais de toujours pousser à aller à l'action collective qui sûrement entraînera derrière plein de personnes pour aller à un changement plus individuel et à changer de banque quand ils le pourront, quoi. Est-ce que vous voulez un dernier mot de réaction? Mais on se dirige vers une sorte oui, de je mot me de la permets fin. deux toutes petites réactions. Je te rejoins totalement, Gab, sur la nécessité. J'aime bien la métaphore d'allumer la lumière et c'est, je ne sais pas si c'était quelque chose qu'on emprunte à ACT UP ou quelque chose qui vient du mouvement NVK21, mais l'important et le préalable à tout engagement c'est bien la conscientisation. C'est pas le passage par des petits gestes individuels. Ça, c'est la première chose, mais il faut une conscientisation pour un passage à l'action. Il faut une prise de conscience de l'urgence, de l'immédiateté, de l'ampleur, pour se rendre compte que la nécessité d'agir, elle est là. Et c'est ce qu'on peut faire de toutes les manières, de tous les modes d'action qu'on propose, à la fois en empuissantement des citoyens face à une action juridique, en boycott, en éducation à l'environnement ou en construction d'alternatives. Et tu disais que dans le paysage des modes d'action, il manquait des actions, enfin, des actions plus radicales et la construction d'un rapport de force avec les élites politiques et économiques, mais que les actions de construction d'éco-gestes et d'alternatives et de consommation responsable existaient déjà. C'est tout à fait vrai. Et en même temps, depuis 2 décennies, un peu plus, on voit vraiment une opération de récupération de tout ce système-là par le capitalisme. Le développement durable a vraiment été totalement phagocyté par les élites économiques qui s'en servent pour vous vendre de l'énergie verte chez Engie ou du coca bio ou des choses... ou des steaks élevés et très, très bien élevés avec beaucoup de bien-être avant de finir dans ton Happy Meal. La question, c'est bien donc de remettre l'éducation à l'environnement et de remettre la conscientisation de notre empreinte individuelle et des choix de consommation qu'on peut faire à leur juste hauteur. Et la question, c'est effectivement de permettre aux gens de comprendre que non, par exemple, la question de la consommation d'eau, moi, me touche particulièrement. Aujourd'hui, il y a 3% de l'eau de notre consommation d'eau qui est utilisée par les ménages, 7% par les collectivités, 90% par les industries et l'agriculture. Donc il faut arrêter de dire aux gens de ne pas mettre d'eau sur leur brosse à dents pour économiser l'eau. Effectivement, il y a une histoire de hiérarchisation des impacts. Par contre, et c'est là où je rejoins Carole, l'impact individuel de quelqu'un qui prend la décision d'arrêter de prendre l'avion est énorme et participe
à la construction de ce rapport de force. Parce que si, pour une multinationale, il y a à la fois des militants qui viennent à chacun de leurs congrès en t-shirt Alternativa NVCOP21 pour leur dire le rapport de force, il va continuer à exister, on va continuer à vous faire chier jusqu'à que vous changiez de politique, et qu'à côté, il y a massivement des citoyens, par exemple, qui quittent des banques pour aller vers le crédit coopératif ou des banques plus responsables. Mais en fait, le rapport de force, il est alimenté par plein de petits... et si tout d'un coup, une association de juristes, en plus les attaques en justice, je pense qu'on a moyen de mettre des sons de cloche tellement partout qu'effectivement, on les met dans une position, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, où ils sont obligés de prendre une décision et soit de se placer publiquement comme méchants, soit de dire on va changer et d'en apporter la preuve. Et c'est en ça que je pense que c'est fondamental, la conscientisation. Je propose qu'on prenne quelques questions. On prend une petite vingtaine de minutes max et on essaye. Oui, mais très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro sans fil? Ouais. Devant. Merci. Moi, ma question, c'était... Vous avez dit que, pour la plupart, qu'il fallait essayer de plus utiliser tout ce qui va être, comme ici, McDo, Nestlé, Coca, tout ça. Mais il n'y a pas un risque que ce soit remplacé par d'autres entreprises? C'est pas qu'un risque, c'est... On prend plusieurs questions. On prend plusieurs questions et on répond tout d'un coup. Est-ce qu'il y a une autre on prend un groupe de 3 questions et on répond à tout par pack. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. La même question que pour les yaourts. Quelle est l'alternative au niveau financier, les banques? Vers qui se tourner, si ce n'est pour, je ne sais pas, aller dans une autre banque qui, elle, est moins médiatisée comme étant une mauvaise banque, entre guillemets. Pareil pour les yaourts, ok, on ne prend pas du Nestlé, on prend du Leader Price, mais est-ce que c'est meilleur pour l'écologie, le Leader Price? Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous proposez réellement? Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question avant qu'on réponde? Oui, Vincent. Bonjour à tous et toutes. Petite question sur... vous avez beaucoup dit qu'il y avait pas mal d'entre-soi, que les gens sensibilisés étaient plutôt des caucasiens éduqués. Enfin, je caricature un peu, mais c'est pour aller rapidement dans la question. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans vos actions et structures respectives, comment est-ce que vous dimensionnez en fait un discours, comment vous arrivez à faire des efforts de vulgarisation pour... finalement sensibiliser aussi. Tout à l'heure, tu disais c'est pas parce que tu habites en banlieue, mais bon, les gens en banlieue, effectivement, ils ont pour certains des priorités de survie. Donc, comment tu fais pour les sensibiliser et ramener ces problématiques-là aussi dans leur pyramide personnelle de choix? Et une question plus sur PicPic. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement, en fait, comment tu mets en place une action de sensibilisation quand tu vas dans un EHPAD ou quand tu vas justement dans une maternelle, et comment tu présentes en fait le sujet rapidement, c'est pour être entendu et pour être efficace. Comment tu t'adaptes à ton public en fait? Rapidement du coup sur les 3 questions. Sur la première question, ça existe déjà en fait. Enfin, il y a déjà plein d'entreprises qui ont repris des parts de marché d'autres entreprises qui étaient cataloguées comme étant méchantes et qui font soit la même chose avec plus de peinture verte, soit un peu mieux, mais quand même une des entreprises polluantes. Notre problème, il est structurel, et c'est pour ça qu'il faut des changements structurels et qu'il faut continuer à alimenter ce rapport de force pour qu'il y ait des lois, par exemple, qui contraignent les entreprises et les nouvelles entreprises qui se créent et qui vendent ces produits. Mais du coup, je laisserai Marie et Carole réagir là-dessus plus profondément.
Sur la question des banques, c'est une question qui est centrale parce que l'utilisation qui est faite de notre argent, elle veut être, elle est énorme et ça sert à la fois à donner de l'argent à ces banques-là et en plus, ça leur permet d'investir dans des projets qui sont climaticides et très dangereux pour notre... Ouais, mais du coup, elle est en grande conversation, c'est dommage. Je disais sur les banques, pardon. Alors, plusieurs petits conseils pour les banques. Il y a un classement qui est annualisé tous les jours de l'association Les Amis de la Terre sur justement le côté éthique des banques. Les banques qui aujourd'hui financent le plus la transition écologique et qui en plus ne spéculent pas et n'investissent pas dans des projets climaticides. C'est aujourd'hui la NEF, mais qui ne permet pas d'avoir un compte courant, et Crédit Coopératif, mais qui est quand même une filiale indépendante du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui, elle, pour le coup, est un peu plus compliquée. Sur la troisième question, je pense qu'on pourrait faire toute une conférence sur quel est le projet et la démarche pédagogique de PicPic. L'ensemble des animateurs viennent en grande majorité de la pédagogie, du monde de la pédagogie. C'est pas forcément des experts des problématiques environnementales, c'est plutôt des professeurs et des gens qui sont experts de la démarche pédagogique. L'adaptation au public, elle est essentielle. L'âge, le niveau d'études, le niveau de vie est évidemment pris en compte quand on construit une animation. Il y a toujours deux parties dans une animation. Il y a une partie transmission de connaissances et une partie plus opérationnelle de faire des choses aux gens, ou en tout cas leur donner des clés d'action très rapidement. Par exemple, quand on fait une sensibilisation au gaspillage alimentaire, on parle de ce que c'est le gaspillage alimentaire aujourd'hui en France ou dans le monde, et ensuite on donne plein de manières de faire avant les courses, après les courses, enfin pendant les courses, après les courses, pour réduire le fait de manger des portions. C'est plein de tips éducatifs, on va dire. Et après, ça dépend vraiment du format. C'est surtout une question de format. On fait du public, donc ce qu'on appelle du public captif et du public passant. Donc soit un stand où les gens passent et où il faut qu'on délivre des messages très rapidement. On a 2-3 minutes en moyenne d'attention des gens avant qu'ils passent à autre chose. Ou alors un public captif où c'est un atelier. Et où là, effectivement, on peut plus développer les messages et leur permettre de créer des choses et de s'approprier ces questions-là. Mais effectivement, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à tout ça en aussi peu de temps. Sur la vulgarisation, c'est pareil. Sur la vulgarisation, oui, on vulgarise énormément les problématiques environnementales dans toute la partie transmission de connaissances. Oui, je voulais juste revenir donc du coup sur ta question et puis sur celle des yaourts Lidl, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le simple boycott, finalement, si on va boycotter une boîte, un McDo pour aller dans un autre truc de fast-food, ou si McDo ne fonctionne plus et qu'il y a une autre boîte de fast-food qui se monte, effectivement, on ne résout pas le problème. Mais c'est pour ça que l'idée, c'est pas de... l'idée, c'est de changer ses pratiques. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller au McDo pour être heureux et pour manger bien. Tu peux consommer autre chose. Pour l'exemple des yaourts, tu peux acheter une yaourtière à Emmaüs qui va te coûter 5 balles. Et ça prend pas beaucoup de temps de faire des yaourts. En vrai, ça prend genre 3-4 minutes. Voilà. En fait, il faut juste mélanger du lait avec son ancien yaourt. Et puis, au bout de 12 heures, tu as tes yaourts pour la semaine. Alors, je vais prendre un autre exemple, celui d'Amazon. Parce que Amazon, c'est quand même... on n'est pas obligé de passer par Amazon. C'est juste que tout à l'heure, je parlais de la notion de travail et de récompense et de compensation. On a envie de se dire qu'on mérite de pouvoir avoir un produit dans les 2 heures quand on l'a demandé, et que c'est une sorte de satisfaction immédiate qui nous récompense pour l'effort qu'on fait à travailler, etc. Et que du coup, on a le droit à ça. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt vraiment de changer notre idée de ce qu'est le bonheur.
on n'est pas obligé. En fait, le bonheur ne revient pas à recevoir le lendemain un produit qu'on a commandé la veille et que probablement on va avoir commandé d'autres produits autour parce que ah tiens, on nous recommande ça si on a acheté ça, etc. Il y a tout un plaisir aussi à aller dans son quartier voir si il n'y a pas une bibliothèque ou une médiathèque pour ceux qui n'ont pas besoin d'acheter le livre, ou alors un petit libraire qui va proposer des bouquins d'occasion et avec qui on va pouvoir discuter et on va trouver notre bonheur ailleurs du coup. Ça ne sera pas de la satisfaction immédiate, ça va demander d'enquêter un petit peu sur comment ça se passe autour de nous, où est-ce qu'on peut trouver des produits de remplacement, mais on a une vraie satisfaction à manger ses propres yaourts et on a une vraie satisfaction à lire un bouquin d'occasion qui sent un petit peu le vieux et qui a peut-être même été annoté par quelqu'un avant. Et retrouver ce plaisir-là, c'est aussi se réapproprier son bonheur, quoi, je pense. Donc effectivement, tu as tout à fait raison qu'il y a sûrement d'autres boîtes qui vont se créer si McDo ou Starbucks disparaissent. Mais l'idée, c'est qu'on n'en a pas besoin de ces boîtes-là. En vrai. On va prendre d'autres questions. Il y en a une ici. Ok, ben on en prend 3, pareil. Ouais. Les dernières. Ouais. Salut. Bah déjà, bravo pour tout ce que vous dites. Après, moi, je vais juste rebondir sur des choses qui ont été dites qui ne sont pas forcément vraies. Et bon, j'ai pas d'intérêt avec Crédit Coop, la Nef, et je préfère préciser. J'ai juste participé au débat Crédit Coop, et je suis adhérent Crédit Coop. La Nef et Crédit Coop existent grâce au groupe BPCE. Ils ont 1% de leur capital. Voilà la réponse que m'a donnée Jean-Louis Boncel, qui est le DG, avec Jérôme. Voilà, je préfère préciser ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure solution qui existe en France. Après, c'est quoi ton prénom ? Gabriel. Gabriel, je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est compliqué. Tu as dit c'est compliqué pour moi ou c'est difficile, je ne sais plus quel mot tu as employé, mais quelque chose comme ça, assez négatif. Je pense que c'est pas compliqué. Moi, ça m'a pris 10 minutes. J'ai appelé Crédit Coop, j'ai eu un rendez-vous, je suis allé les voir et c'était fait, quoi. C'était aussi facile qu'une banque classique. C'est pour tout le monde, difficile pour tout le monde. Certes, ça a nuancé. Mais je pense qu'il faut rendre les choses faciles et accessibles. Et dans notre communication, il faut changer cette énergie difficile dans quelque chose de plus lumineux. Après, sur Coca, Forum Convergence en septembre, ils annoncent qu'ils changent ils vont vers plus de consignes. Et ça, c'est grâce à vous et notamment à Greenpeace. Donc bravo, belle victoire. Parce que y avait Emmanuelle de Carlo qui a pris la parole là-dessus et elle a annoncé septembre que ça y est, c'était parti consigne. Donc voilà, moi je voulais juste apporter cet apport sur notamment le Crédit Coop. Merci. Bonjour. Moi j'avais une question qui concernait, on a parlé du droit au début, je crois que c'était notre affaire à tous, et j'avais vu passer il y a quelques mois une pétition pour intégrer une notion de responsabilité environnementale dans la Constitution directement, Constitution française. Et je voulais savoir quelles étaient les capacités qu'on avait de changer ce genre de choses et où ça en était. Et alors, je trouve tout ce que vous avez présenté extrêmement complémentaire. Et pour moi, la question qui se pose à travers tout ça, c'est ce à quoi on est prêt à renoncer sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Parce que tant qu'il s'agit de ne pas aller manger au McDo ou de ne pas acheter de Coca, il y a des choses qui sont simples, auxquelles on peut renoncer assez vite, assez facilement, et en tirant une gratification immédiate, une satisfaction immédiate. Et puis, il y a des choses pour lesquelles c'est potentiellement plus compliqué. Est-ce que, je sais pas, est-ce que je descends de la température de mon appart jusqu'à 15 degrés en hiver en mettant 3 pulls, ou est-ce que, voilà, jusqu'où je vais, en fait, jusqu'où je suis capable d'aller en restant quand même dans une certaine zone de confort. Et vous disiez tout à l'heure que les gens les plus sensibilisés et déjà les plus inclus dans ce type de réflexion, c'était une certaine population aisée, etc. Mais je pense que les modes de consommation de ces populations-là sont peut-être aussi plus consommatrices de CO2 que ne le sont certaines autres populations qui sont peut-être moins sensibilisées, mais qui, de fait, ont des modes de consommation qui sont beaucoup moins consommateurs de CO2 que les nôtres. Et sur le plan collectif, ça peut aller aussi assez loin. Est-ce qu'on est capable d'assumer les conséquences de choix collectifs si on arrête de voyager en avion, tous,
évidemment, ça aura un impact très positif sur le climat. Ça aura un impact immédiat, si on ne l'a pas anticipé, sur l'emploi. Et c'est à nouveau les personnes qui sont potentiellement... voilà. Donc, comment... voilà, c'est complexe, c'est large, et il y a de l'urgence. Donc, il faut faire vite. Et en même temps, c'est des situations qui nécessitent de la transformation qui est profonde, de l'accompagnement individuel et collectif qui est significatif. Et comment est-ce qu'on peut amener tout ça on parlait tout à l'heure des ingénieurs, des grandes écoles, etc. Ils ont des vrais défis à relever en termes de mode de production et de mode d'acheminement et de mode de transformation aussi des sociétés là-dessus. Enfin, il y a vraiment, voilà, pour moi, ça pose des questions. Sur la facilité et sur, en fait, vous dites un peu la même chose. Là où tout n'est pas facile pour tout le monde, c'est la première chose. Et sur ce que tu disais, il y a des choses qui sont faciles et évidentes et des choses qui sont potentiellement plus dures. Pour moi, c'est pas du tout vrai. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens pour qui le McDo à côté de chez eux, ça va être un indispensable de leur consommation et que ça va être très très dur à attaquer. Il y a des gens qui habitent dans des milieux ruraux pour qui la voiture, ça va être très très dur à arrêter, alors que pour d'autres, des urbains, ça va être très facile. L'avion, pareil. Il y a des gens pour qui ça va être très simple et d'autres gens. En fait, je suis jeune marocain, toute ma famille elle est au Maroc. En fait, je fais un aller-retour par an parce que j'ai envie de voir ma famille et c'est beaucoup plus indispensable que pour moi qui n'ai pas particulièrement de famille à l'étranger et qui peut décider d'arrêter d'aller faire mes vacances à l'autre bout du monde. Et du coup, on ne peut pas faire de généralité, et ça revient à la question du jugement. Je rejoins tout à fait Gab sur la question du jugement. L'idée, c'est de dire qu'on est tous plein de contradictions et qu'en fait, notre structure et nos modèles de réussite et de production de consommation sont nécessairement et intrinsèquement polluants, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués, c'est comme ça que notre société fonctionne, c'est comme ça qu'on nous a dit qu'on allait réussir dans la vie. Et donc en fait, c'est fondamental de non seulement ne juger aucun chemin de transition de personne. Enfin, moi je continue à fumer des clopes par exemple, et par ailleurs il y a des trucs sur lesquels je vais réussir à vachement bien avancer. Je suis toujours dans une banque polluante, mais par contre j'ai essayé de complètement arrêter la viande. Enfin, et chacun est là où il est et progresse à la vitesse où il peut et où il veut. Et ça n'empêche que c'est fondamental de créer ce rapport de force et donc de proposer des solutions, de mettre en avant des solutions, d'éduquer et de montrer tout ce qui existe et de surtout pas juger, critiquer ou dire c'est facile et ça va se faire en claquant des doigts. Ouais, merci de le ressouligner. Effectivement, peut-être c'est pas clair dans mon propos, mais là vous avez par exemple les plaquettes des Amis de la Terre, justement avec le fameux classement dont parlait Lounès, avec toute la campagne expliquée et vraiment un classement très clair des différentes banques. C'est plutôt même facilité aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans que de changer de banque. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà, moi j'ai mes raisons personnelles, mais et j'attends le bon moment pour le faire aussi. Mais absolument, si vous avez la chance de pouvoir le faire, de pouvoir prendre le temps de le faire, c'est pas compliqué. Faites-le, c'est top. Amazon, c'est parfait Amazon, regarde. Pour moi, en fait, c'est aussi pour répondre un peu à je pense un peu le fond de ce que tu dis, c'est-à-dire c'est compliqué, comment on s'y prend en gros. Et pour nous, on va dire, la meilleure façon de s'y prendre, en tout cas celle qui est la plus atteignable pour nous en tant que citoyens, c'est de prendre bout par bout. Prenons Amazon. Ce n'est pas le seul acteur du secteur du commerce en ligne qui est dégueulasse, soyons clairs, mais c'est quand même celui qui est le plus emblématique et qui aujourd'hui bénéficie aussi d'un cadre légal qui lui permet de s'implanter en France. Ce mois-ci, il y a plein d'organisations qui s'attaquent à Amazon en vue du Black Friday et tout le monde peut participer à mettre un taquet à Amazon, on va dire comme ça, pour au moins un jour, pour faire... ne serait-ce pour commencer à créer cette bataille face à Amazon, parce qu'aujourd'hui Amazon n'a personne en face de lui en termes d'opinion publique, donc c'est vraiment de commencer à construire la bataille face à Amazon à différentes échelles. Ce sera peut-être votre façon de consommer le jour J ou de ne pas consommer parce que c'est le Black Friday. Ce sera pour certains collectifs mixtes de gilets jaunes et activistes climat d'aller bloquer un dépôt Amazon à droite ou à gauche. Ce sera pour d'autres d'aller empêcher qu'on puisse utiliser les lockers qui existent dans les différentes villes, etc., etc. Amazon, c'est quand même un acteur assez emblématique dans lequel on voit qu'on peut allier différentes tactiques, donc une diversité de tactiques non violentes qu'on va pouvoir utiliser pour contraindre un acteur à disparaître, y compris le volet légal, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement se pose la question de savoir si, oui ou non,
ils vont passer un moratoire pour empêcher l'implantation de nouvelles zones commerciales qui incluent les dépôts Amazon. Donc tout ça, c'est des campagnes qui sont en cours et si on arrive à mettre en échec, ne serait-ce que de ce point de vue-là, un acteur comme Amazon, c'est une première petite bataille qu'on a gagnée dans un conflit plus généralisé qui mènera à autre chose. Et puis pour terminer sur l'aviation et pas trop prendre le temps de parole, pareil, excellente bataille qui combine les différentes tactiques. Regardez aujourd'hui, pratiquement partout en France, il y a des aéroports qui vont s'agrandir, se développer, y compris Roissy, donc avec la construction du terminal T4, qui est, comme par hasard, en ce moment très poussé par Aéroports de Paris, parce qu'ils savent que derrière, Vinci va reprendre l'appel d'offres s'il y a privatisation, et c'est Vinci qui est déjà prêt sur le morceau pour se dire « Ah, très bien, un nouveau terminal, plus de profit, etc. etc. » Qui s'oppose à ça? Bon, les forces un peu traditionnelles, républicaines, souverainistes, de gauche comme de droite, etc., parce que c'est un enjeu pour eux de souveraineté populaire et nationale. Mais les acteurs climat sont encore un peu, pas très visibles là-dessus. Nous, on fait le pari qu'on peut être très visible là-dessus et en faire une bataille climatique. Enfin, je ne dis pas qu'on est totalement invisible, mais on ne retient pas principalement nous, on va dire comme ça. Et en plus de ça, des collectifs locaux, de citoyens, de citoyennes et de maires locaux qui s'opposent au projet, autant bien que mal, parce qu'il y a des questions de baronnie, de chefferie, etc., de faveur entre tels et tels élus qui rendent plus compliquée la bataille, mais qui sont prêts à dire non, on veut s'opposer à ça. Et bien là, on a la mixture parfaite, les ingrédients parfaits pour engager une bataille qui va mener potentiellement à un changement culturel aussi, à vraiment mettre sur la table la question de l'aviation, du rôle et de notre façon de consommer l'aviation dans ce pays, qui le consomme, pourquoi faire, pour aller où, etc. etc. et de poser légitimement la question à terme de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de ce moyen-là pour aller en vacances, pour faire des choses dont on n'a pas vraiment besoin tout le temps. Enfin, tu n'as pas besoin d'aller à Bali pour être en vacances en réalité. Et c'est toute la force de ce système-là. Il ne suffit pas de mettre à bas le système capitaliste. Nous, on n'arrête pas de le répéter. On n'aime pas les injonctions des gens qui disent ah, vous dites pas que vous êtes anticapitaliste. Non, mais attendez, avant tout, au-delà du système économique en tant que tel, c'est un système culturel. Il est ancré en nous, il est ancré dans notre façon de consommer, de l'idéal d'auto-entrepreneur, du grand patron, etc. etc. Et donc, autant il faut s'attaquer à ces acteurs qui sont structurels dans la structure économique, autant on pense qu'on peut, à travers ces batailles, ouvrir des grandes questions culturelles qui mèneront à des basculements collectifs beaucoup plus conséquents à l'avenir. Merci beaucoup. Je voulais juste dire, par rapport à ta question, où tu prenais l'exemple de l'aéroport, enfin bref, Ouais, en gros, comment collectivement, parce qu'on doit prendre des décisions vraiment impactantes très vite, et du coup, comment collectivement on s'en sort, quoi. Parce qu'il y a aussi l'action individuelle qui est de je pense à mes propres trucs, et puis ensuite collectivement comment je fais. Et en fait, j'aimerais juste dire, au risque de passer pour une anarcho, que en fait les actions impactantes durables, si on ne fait rien, sont déjà prises par les États pour remplacer les salaires, les gens, la force de travail par des machines. Par exemple, imagine... Enfin non, mais tu n'as même pas besoin d'imaginer. Tu vas au coin de la rue et tu... Enfin voilà. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que oui, aujourd'hui, il faut effectivement penser à l'emploi collectif, que si on bloque ces usines-là, il n'y aura plus des gens pour y travailler. Et ça, ça va avoir pour conséquence la pauvreté, la misère, enfin bref, tout ce que tu veux. Mais en fait, la pauvreté, la misère, elle existe déjà. Parce que dans les grandes distributions et dans les aéroports aussi, la dernière fois, je parlais avec un employé d'aéroport qui me disait que, Hélène, en fait... Je suis vraiment désolée, on déborde déjà sur la table ronde d'après, en fait, qui a commencé il y a 2 minutes. Pardon. Non, mais du coup, et il y a une question qui n'a pas été... Non, ouais, du coup, on va laisser Marie répondre à la question sur le droit et on pourra évidemment en discuter après, mais qu'on puisse s'accorder 5 minutes de pause et n'avoir qu'un quart d'heure de retard pour la table ronde d'après, ce serait pas mal.
Non, mais ouais, je pense qu'il faut effectivement finir le petit wrap-up. Et je voulais juste compléter ce que disait Gab, donc rien à voir avec le droit, excusez-moi. Mais je pense qu'effectivement, il faut reconstruire et il faut vraiment s'organiser et reconstruire des corps intermédiaires dont parlait Gab tout à l'heure, qui ont disparu. On est dans un truc où aujourd'hui, on est dans un dialogue direct entre Emmanuel Macron, le peuple, etc., qui est voulu en fait par nos élites dirigeantes aujourd'hui. Je pense qu'il nous faut nous organiser et construire ces corps intermédiaires. Ici, on est, je sais pas, il y a plein de gens qui sont membres d'associations, de collectifs, etc. Je pense que c'est aussi notre rôle, si on veut agir, si on veut construire le monde de demain, en réalité, de s'organiser à la fois entre étudiants, entre jeunes, etc., de construire ces collectifs agissants et qui ont une force d'action dans leur secteur. Il faut s'organiser en syndicats aussi, et c'est vraiment important d'avoir ces forces-là qui peuvent aller défendre nos droits. Il faut pouvoir être force de changement aussi dans les grands corps d'État, etc., si un jour on souhaite pouvoir être en capacité de gouverner. Il faut s'organiser politiquement, bien entendu. Il faut organiser aussi des médias qui soient aussi alternatifs au modèle existant. Bref, tous ces contre-pouvoirs, il faut réussir à, au final, les organiser aussi par nous-mêmes. On est une force de changement qui est assez incroyable, mais ça veut dire s'organiser collectivement et prendre part à l'ensemble de ces constructions-là. Et donc, voilà, sur la question de la construction de la société, mais c'est très vaste et c'est beaucoup de travail. Et sur la question de la sensibilisation des quartiers populaires, etc., en réalité, je pense que c'est les gens les plus sensibilisés aujourd'hui. Donc après, c'est la question de comment ils agissent. Et je pense que ces gens-là vont agir tout à fait différemment de nous, de ce qu'on pourrait invoquer comme un moyen d'action légitime ou je ne sais quoi. Mais en fait, effectivement, c'est un manque de dialogue. Mais on a beaucoup à apprendre de tout ce qui peut se passer aussi ailleurs. Et sur la question du climat dans la Constitution, effectivement, notre affaire à tous est aussi partie prenante de l'appel pour une constitution écologique, qui est peut-être la pétition dont tu parlais, où il y a près de 100 000 signataires, aux côtés de Climate, aux côtés du REFED et du WARN, qui sont des organisations de jeunesse. Et effectivement, on a, au moment où était discutée la possibilité d'une réforme constitutionnelle, notamment pour réduire le nombre de parlementaires, et ça avait été initié par Emmanuel Macron, je ne sais plus, mais ça avait été initié il y a un an ou deux, je crois en 2017 en réalité, cette possibilité de réforme constitutionnelle, on s'est dit en fait c'est une super opportunité pour faire inscrire la question climatique, la question des limites planétaires et le principe de non-régression aussi en matière climatique dans la Constitution, et donc de l'inscrire à l'article 1er. Donc on s'est battu avec ces associations et avec plus de 100 000 signataires aujourd'hui pour inscrire à l'article 1er la République garantit l'action climatique, garantit l'action pour la protection de la biodiversité et toute la question des limites planétaires, etc. Donc tout ça, vous pouvez le trouver sur le site de l'appel pour une constitution écologique. Le fait est que depuis 2 ans, c'est un peu, sur cette question de réforme constitutionnelle, c'est un peu en stand-by. Il y a eu l'affaire Benalla qui est passée par là et donc qui a bloqué toutes les discussions parlementaires sur la réforme constitutionnelle. Maintenant, ce qui se pose, c'est les questions des parlementaires qui ne veulent pas eux-mêmes voter une réforme constitutionnelle qui pourrait réduire leur nombre. Donc, donc bon, ils sont un peu partie prenante de la décision. Donc maintenant, c'est repoussé après les sénatoriales pour ne pas embêter les sénatoriales. Donc bref, on ne sait pas quand la réforme constitutionnelle reprendra. Le fait est que là-dessus, nous, on continue à se battre pour voir ce texte-là changer. Ça peut apporter énormément en réalité au mouvement climat, ça peut apporter énormément dans les arguments par exemple qu'on peut porter sur l'affaire du siècle, mais en réalité ça peut aider l'ensemble des collectifs qui se battent au niveau local contre des grands projets inutiles par exemple, pour dire en fait non, là ça va contre le premier article de la Constitution, et en fait c'est un super outil juridique dont on peut se reposer pour l'ensemble des recours au niveau local, donc c'est vraiment important. Et au-delà de ça, et pour terminer, ce qu'on voit, c'est souvent la remarque qu'on nous fait à notre affaire à tous, c'est de dire ouais, le droit c'est un peu lent, face à l'urgence climatique vous devez attendre 2 ans la réponse de l'affaire du siècle, etc. C'est pas franchement adéquat. Le fait est qu'en réalité, là, ce qu'on a vu, le dernier soubresaut de la question de la constitution écologique, c'est que fin août, à la fin du Conseil des ministres, il a été annoncé que le gouvernement allait pousser pour la formulation suivante pour l'article 1er de la Constitution, lorsque la réforme reprendrait. Et donc, je raconterai très mal l'histoire. Nous, on avait poussé au départ pour la République garantit l'action pour le climat et la biodiversité. Au final, Nicolas Hulot, quand il était encore au gouvernement, avait poussé pour l'État, la République agit
pour le climat et la biodiversité. C'est pas la formulation exacte, hein. Mais dans l'article 1er, donc c'était la position du gouvernement à l'époque. Là, on a encore un rétropédalage en arrière où le Conseil des ministres a annoncé qu'il favoriserait la formulation suivante: la République favorise l'action pour le climat et pour la biodiversité. Donc on est parti de garantie à favorise. Donc on voit ce rétropédalage et on voit que le gouvernement recule sur les propres obligations qu'il pourrait se fixer en matière climatique. Et c'est là où on voit que eux-mêmes, en tout cas, si nous, on se dit ouais, le droit, c'est un peu lent et c'est pas forcément adéquat, en réalité, nos gouvernants ont bien compris l'intérêt d'éloigner le plus possible leurs obligations en matière climatique des textes de loi. Donc il faut se battre sur ces enjeux-là. Et voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous les 4.